Dans un paisible quartier du Wisconsin, une mère aimante, Terry, disparaît mystérieusement, laissant derrière elle ses deux jeunes filles. Alors que l'horreur de son enlèvement se dévoile, les enquêteurs se retrouvent face à un homme au comportement étrange qui semble jouer à un jeu dangereux. Quel secret cache-t-il et comment cette tragédie va-t-elle se transformer en une bataille pour la survie? Restez ici car chaque indice nous rapproche d'une vérité choquante qui pourrait changer à jamais la vie de Terry et de ses proches. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter du cas de Terry Genduza Nikolai et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Serving fire department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Terry Genduza Nikolai, né au milieu des années 60 dans l'état du Wisconsin, a grandi dans une famille aimante et stable, ce qui lui a permis de vivre une enfance particulièrement heureuse. Cette jeune fille débordait d'énergie et de vitalité. Après avoir obtenu son diplôme de secondaire, elle a poursuivi ses études à l'université du Wisconsin à Parkside. Oui, comme la marque de Lidl. C'est là qu'elle a croisé pour la première fois David Larson en 1983 grâce à des amis communs. Ils avaient pris l'habitude de se retrouver en compagnie d'autres amis dans des pubs locaux où ils appréciaient la présence l'un de l'autre. Pourtant, malgré cette proximité, leur relation est restée strictement amicale à l'époque. Ce n'est qu'en 1995, soit 12 ans plus tard, que leurs chemins se sont à nouveau croisés. À ce moment-là, Terry venait de mettre fin à une longue relation, tandis que David venait juste de quitter le corps des Marines. Tous deux étaient alors à la recherche d'une toute nouvelle relation sérieuse. Ayant déjà une longue histoire en commun, cela paraissait être une union idéale sur le papier. Ils avaient des souvenirs partagés et chacun d'eux était prêt à s'engager. Néanmoins, Terry a reconnu plus tard qu'elle s'était précipitée dans cette nouvelle relation. Elle avait ignoré des signes plutôt alarmants. David avait un caractère, comme on dit, explosif et manifestait un mépris flagrant envers les femmes, des signes avant-coureurs qu'elle avait choisi de ne pas regarder. Même si la colère de ce dernier la mettait régulièrement mal à l'aise, elle ne lui avait jamais été directement adressée. Au départ, ses accès de colère se concentraient surtout sur les employés de l'hôtellerie, comme les serveurs, les commis ou encore même les caissiers. Bien que ça embarrassait très régulièrement la jeune femme, elle ne s'était jamais, mais au grand jamais, imaginé qu'un jour, elle-même serait la cible de cette rage. Durant les premiers mois de relation, Terry n'était pas directement touchée par ses comportements troublants. Toutefois, les choses ont fini par changer, même assez rapidement, j'ai envie de dire, après leur mariage en avril 1996. Oui, parce que le mariage est survenu assez rapidement après qu'ils se soient mis en couple. Seulement 4 jours après leur arrivée à Hawaï pour leur merveilleuse lune de miel, David a levé la main sur Terry pour la première fois. La raison? Eh bien simplement, il n'aimait pas la tenue qu'elle portait. Lorsqu'elle a refusé de se changer, eh bien ce dernier l'a frappée, lui affirmant que maintenant qu'ils étaient mariés, elle devait obéir à toutes ses demandes. Il lui a même dit qu'elle lui appartenait désormais, car il l'avait achetée et payée, et que à présent, quoi qu'elle veuille faire, eh bien elle devait consulter son mari avant. De retour chez eux, il y a eu quelques moments de calme, de répit. Mais bon, avec David, ces moments ne duraient jamais longtemps et étaient rapidement remplacés par de nouveaux épisodes assez sombres. Ces abus sont devenus de plus en plus fréquents et violents, aussi bien sur le plan verbal que sur le plan physique. Pour David, leur mariage représentait un contrat où sa femme, Terry, était censée se plier à toutes ses exigences. Chaque refus de sa part était vu comme une trahison qui méritait une punition sévère, souvent, vous vous en doutez, par de la violence extrême.
Durant leur mariage, Terry a tenté de fuir David, et ce à 5 reprises. Mais à chaque fois, elle se retrouvait prisonnière de ce cycle infernal. La jeune femme revenait toujours lorsque David promettait de suivre une thérapie de couple ou encore de participer à des cours de gestion de la colère. Cependant, une fois les tensions apaisées, il refusait de tenir parole, la piégeant dans un cycle de violence sans fin. Évidemment, je le rappelle, comme dans toutes les affaires du genre qu'on peut traiter, il est essentiel de ne pas juger les décisions de Terry, car les victimes de violences domestiques font souvent face à des situations extrêmement complexes et elles n'échappaient pas à cette réalité. David avait pris le contrôle total de sa vie. Il l'avait forcé à abandonner son emploi, l'avait isolé de ses amis et lui avait retiré toute liberté financière. Il était allé jusqu'à lui faire renoncer à la possession de sa propre voiture. Il l'avait reprise, bien qu'elle fût enregistrée à son nom, et lui avait interdit tout accès aux comptes financiers. Terry, finalement, ne disposait que de 25 $ par semaine pour ses dépenses, qu'elle devait gérer avec une extrême précaution, tout en fournissant des justificatifs comme preuve de sa bonne gestion. Submergée par la peur de ne jamais pouvoir s'échapper de l'emprise de son mari, elle avait fini par accepter toutes ses conditions, obéissant à chacun de ses ordres dans l'espoir d'éviter des violences plus graves. L'abus constant avait détruit son estime de soi, au point où elle se sentait responsable de sa propre situation, bien que, évidemment, c'était loin d'être le cas. Terry avait fini par comprendre qu'aucun effort de sa part pour être l'épouse parfaite ne suffirait à satisfaire David. Elle aurait beau avoir tous les comportements qu'il demande, satisfaire chacun de ses désirs, David n'aurait jamais été satisfait de son comportement. Il aurait toujours fini par trouver quelque chose qui n'allait pas pour pouvoir justement lui cogner dessus. Cet homme trouvait toujours un prétexte pour la punir, la rendant responsable, évidemment, de ses frustrations et de ses colères. Alors qu'elle commençait à envisager de le quitter pour de bon, elle avait découvert qu'elle était enceinte. Bien que l'idée de devenir mère l'avait remplie de bonheur, ça faisait des années qu'elle le rêvait, en plus elle savait qu'il lui restait peu de temps avant que son horloge biologique lui dise que c'est fini, c'est ciao, tu ne pourras plus jamais avoir d'enfant, elle savait à côté de ça que l'environnement dans lequel elle vivait n'était pas du tout propice à l'éducation d'un enfant. Elle avait néanmoins espéré que la paternité puisse adoucir son mari. Pendant sa grossesse, Dave l'avait effectivement mieux traitée. Mais après la naissance de leur fille Amanda en 1997, les abus avaient évidemment repris de plus belle. Leur deuxième fille, Holly, était née en 1999. Mais même la joie d'être père n'avait pas suffi à faire changer l'homme. Lors d'une violente dispute à la fin de l'année 1999, Terry avait atteint son point de non-retour. Cette fois-ci, Dave avait franchi une limite en impliquant leurs enfants dans ses crises de rage. La jeune mère de famille avait compris qu'elle ne pouvait plus laisser ses filles grandir dans cet environnement toxique et avait décidé de fuir définitivement. Elle avait rassemblé le peu de biens qu'elle pouvait emporter, pris ses filles avec elle sous le bras et s'était réfugiée dans un centre pour femmes battues tout en entamant en parallèle une procédure de divorce. Toutefois, David n'avait pas du tout l'intention de la laisser partir sans se battre. Il avait fait traîner chaque procédure, refusé de signer les documents et s'était même lancé dans une campagne de diffamation contre Terry. Il avait été accusé d'outrage au tribunal pour ses manœuvres dilatoires, persuadé qu'il pourrait manipuler l'issue du divorce en sa faveur. Mais ses tentatives de dénigrement, ses insultes envers les juges et son attitude méprisante envers son avocat s'étaient finalement et heureusement retournées contre lui. C'est alors que le 31 janvier 2001, Terry avait enfin obtenu le divorce, mettant un terme à 3 années de souffrance. Malgré la dissolution officielle de leur mariage, David restait une présence oppressante dans la vie de Terry. Bien qu'elle ait relaté aux tribunaux les abus qu'elle avait subis aux côtés de son mari, le juge avait malgré tout accordé la garde partagée des filles, croyant sans doute que David était un père souhaitant maintenir une relation avec ses enfants. Ceci, bien évidemment, obligeait Terry à continuer de le voir lors des échanges de garde ordonnés par le tribunal. David continuait à l'agresser verbalement et physiquement à chaque occasion, que ce soit lors des dépôts ou la récupération des enfants, peu importe. La situation était devenue si insupportable
que Terry avait insisté pour que les échanges aient lieu dans des endroits publics. Elle avait dû appeler la police à 2 reprises et avait finalement demandé une ordonnance restrictive contre lui. Bien que cette ordonnance a interdit à David de posséder des armes, Terry savait bien sûr qu'il conservait des armes à feu à son domicile. Ce rappel constant de sa terreur passée l'avait convaincu qu'elle ne pourrait jamais refaire sa vie ou encore même se remarier un jour. Elle avait alors décidé de se concentrer uniquement sur elle-même et sur le bien-être de ses enfants. Mais comme on dit souvent, l'amour arrive quand on s'y attend le moins. Peu avant son divorce, Terry avait rejoint la chorale communautaire Bel Canto où elle avait rencontré Nick Nicolai. Nick, immédiatement attiré par Terry, avait néanmoins respecté son besoin d'espace pendant la durée de son divorce. Et au fil du temps, leur amitié s'était transformée en une belle et grande histoire d'amour. Nick s'était montré comme un homme gentil, attentionné et compréhensif envers tout ce que la femme avait traversé. Il avait également accueilli ses filles à bras ouverts, les traitant comme ses propres enfants. En mai 2001, Terry et Nick avaient officiellement commencé à sortir ensemble, et après 2 ans et demi de relation, ils s'étaient mariés en octobre 2003. Pour la première fois, Terry avait enfin le sentiment d'avoir la famille aimante et stable qu'elle avait toujours souhaité. Mais qu'en pensait David? Certainement pas quelque chose de bien. Dans son esprit, malgré leur divorce, il considérait que lui et Terry étaient toujours mariés et ce, surtout aux yeux de Dieu. Il se sentait alors trahi, non seulement par elle, mais aussi par la volonté divine, à cause de ce remariage. Il avait juré de la faire payer pour avoir, selon lui, détruit leur famille. Et comme d'habitude, ce genre d'homme ne se remet jamais en question. Bien évidemment, ce n'est pas de sa faute si sa femme a décidé de partir. Ce n'est pas parce que c'était un homme violent et contrôlant envers elle. Non, 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 loin de là. C'est forcément de sa faute à elle. Le jour où ils sont sortis du tribunal après que le divorce était prononcé, David avait dit à Terry qu'un jour, elle regretterait d'avoir mis fin à leur mariage. Bien que la femme fraîchement divorcée avait déjà peur de lui à ce stade, elle croyait qu'elle avait traversé le pire de ce qu'il pouvait lui faire subir. À son insu, ce n'était que le début pour David, qui avait encore bien des horreurs en réserve. Tout ce que Terry souhaitait, c'était de tourner la page de cette sombre période de sa vie. Elle avait enfin trouvé un nouvel époux, un homme d'une immense gentillesse, et cette fois-ci c'était une vraie gentillesse, et pas des faux semblants pour finalement lui taper dessus quelques années plus tard. Et elle avait commencé à reconstruire une carrière professionnelle. Malheureusement, eh bien, personne ne pouvait vraiment s'attendre à ce que David, un jour, décide de passer à l'acte. Le 30 janvier 2004, elle et Nick avaient appris une merveilleuse nouvelle. Ils allaient devenir parents. Cette découverte les avait remplis de joie, tout comme Amanda et Holly, qui se réjouissaient déjà à l'idée d'accueillir un nouveau membre dans la famille. Le lendemain, le 31 janvier 2004, marquait le 3e anniversaire de son divorce avec David. Ce samedi-là, l'air était glacial dans le Wisconsin, avec des températures très basses, des vents violents et une couche épaisse de neige qui recouvrait le sol. Beaucoup décrivaient ce froid comme si intense qu'il rendait la respiration difficile. Toutefois, pour Terry, la météo était bien la dernière de ses préoccupations. Tout ce qui occupait ses pensées, vous en doutez, était le fait qu'elle allait accueillir un nouvel enfant. Alors qu'elle se préparait à aller chercher ses filles chez David, Nick lui avait proposé de l'accompagner. Mais Terry, consciente que la présence de son nouveau mari risquait d'attiser les tensions avec David, avait préféré y aller seule, espérant ainsi éviter toute confrontation inutile. En route vers la maison de son ex-mari, elle l'avait appelé pour l'informer de l'heure de son arrivée. Lorsqu'elle s'était présentée vers 10 heures du matin, David lui avait dit que les filles, qui avaient désormais 6 et 4 ans, n'étaient pas encore prêtes. Agacé et ne voulant pas provoquer de conflit, sachant que l'homme avait la colère très facile, Terry lui avait simplement demandé de se dépêcher, décidant d'attendre dehors malgré le froid hivernal. Pendant près de 20 minutes, elle avait arpenté l'allée, tentant de rester au chaud malgré les températures glaciales. Finalement, David avait enfin ouvert la porte. À sa surprise, ses filles n'étaient pas visibles.
L'homme l'avait alors informé que les filles se cachaient et qu'elle voulait qu'elle entre pour les trouver. Immédiatement, un sentiment de malaise avait envahi la jeune femme. Depuis le jour où elle l'avait quitté, il ne l'avait jamais autorisée à pénétrer dans sa maison. Cette invitation soudaine lui paraissait bien entendu suspecte. Malheureusement, entre le froid intense et son désir de ne pas décevoir ses filles, avait pris le dessus sur ses craintes. Elle avait alors repoussé ses doutes et était entrée dans la maison, appelant ses filles sur un ton enjoué en traversant le pas de porte. Mais à peine avait-elle franchi le seuil que son malaise s'était transformé en une peur viscérale. Les pires craintes de Terry s'étaient concrétisées à l'instant où elle avait ressenti un coup violent et brûlant sur sa tête. Elle ne l'avait pas compris immédiatement, mais David venait de la frapper sauvagement avec une batte de baseball. Alors qu'elle s'effondrait sur le sol, David a poursuivi son agression avec une rage implacable. Il la frappait sans relâche tout en criant: Tu as toujours dit que je te maltraitais. Maintenant, tu vas voir ce qu'est vraiment la maltraitance. Il l'a frappée plus de 20 fois jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Quand Terry a enfin réussi à reprendre ses esprits, elle se retrouvait ligotée de la tête aux pieds avec du ruban adhésif. La panique l'a envahie alors qu'elle réalisait que David avait des intentions terrifiantes. Dans un dernier espoir, elle a tenté de négocier avec lui, lui promettant de renoncer à la garde des enfants et à la pension alimentaire. Mais ses supplications sont restées vaines. David était complètement omnibulé par sa haine. À un moment donné, alors qu'il lui scotchait les chevilles, son pantalon avait glissé et il s'était convaincu de manière complètement irrationnelle que la jeune femme l'avait fait exprès pour le faire passer pour un homme mauvais qui voulait s'en prendre à elle sexuellement. Ce détail, dans son esprit déjà bien perturbé, ne faisait que renforcer son délire. Une fois qu'il avait fini de la ligoter, il a placé le corps meurtri de la jeune femme dans une poubelle, l'a couvert de neige et l'a chargé à l'arrière de son camion. En cette journée glaciale, l'une des plus froides du Wisconsin lors de cette année, il l'a laissée là, à moitié nue, battue et recouverte de neige, sans la moindre once de pitié. Malgré la terreur lors de cette situation, Terry s'est raccroché à un mince espoir. Dans la confusion, David avait commis une erreur. Il avait oublié qu'elle avait encore son téléphone portable dans la poche de sa veste. Bien que son visage ait été enveloppé de rubans adhésifs et tellement enflé qu'elle ne pouvait même pas ouvrir les yeux, elle est parvenue à libérer ses poignets. D'une manière ou d'une autre, elle a réussi à sortir son téléphone et à composer le 911. Consciente qu'elle aurait du mal à parler clairement, Terry répétait sans cesse l'adresse de David à l'opérateur. Heureusement, ce fut largement suffisant pour que la police et les secours soient envoyés sur place. Néanmoins, à leur arrivée, David avait déjà pris la fuite avec Holly et Amanda à bord de sa camionnette. Lorsque la police est dirigée vers la maison de David, ils ont, sans le savoir, croisé son véhicule avec Terry toujours attaché à l'arrière. À ce moment-là, elle pouvait entendre les sirènes s'éloigner et un sentiment de désespoir l'a complètement envahi. Il semblait que sa seule chance de survie venait à présent de s'envoler. Une fois arrivés à la maison, les agents ont eu l'impression que quelqu'un à l'intérieur était en détresse. N'ayant aucune réponse à la porte, ils ont forcé l'entrée, mais ils n'ont trouvé personne à l'intérieur de la maison. Pendant ce temps, des voisins avaient commencé à se rassembler et à discuter avec eux, et la police a alors découvert l'histoire troublée entre David et Terry. Ils ont rapidement compris qu'ils étaient confrontés à une situation bien plus grave que ce qu'ils avaient pu imaginer, mais malheureusement, ils n'avaient aucune idée précise sur ce qui était en train de se passer actuellement. Terry, quant à elle, sombrait et revenait par moments à la conscience, mais c'était un moment très compliqué pour elle. Comme dit, elle était complètement tuméfiée, elle avait extrêmement mal, elle était attachée, elle était nue, elle avait froid. C'était vraiment des moments d'atroce souffrance pour cette dernière. Dans un dernier effort désespéré, elle a appelé son mari, Nick, malgré les douleurs intenses et le ruban qui lui couvrait le visage. Elle a tenté de lui expliquer la situation du mieux qu'elle le pouvait. Alors, à ce moment-là, complètement horrifié, Nick savait que le mieux qu'il pouvait faire était d'alerter les autorités. Il a raccroché et Nick a appelé immédiatement le 911. Il est parvenu à joindre le même centre d'appel du comté de Racine qui avait reçu le premier appel de Terry.
Et peu à peu, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler pour les enquêteurs. Cependant, le second appel de Terry au 911 fut moins fructueux. À ce moment-là, David avait traversé le comté de Milwaukee et le répartiteur n'était pas du tout au courant du danger imminent qu'elle courait. En écoutant cet appel, il était clair que la gravité de la situation n'était pas du tout bien comprise par le nouveau répartiteur. Malheureusement, au lieu de faire preuve de compassion et d'aide, l'opérateur a adopté plutôt un ton assez méprisant, semblant croire qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie. Ce détachement, bien qu'habituel dans ce métier stressant, prenait ici une tournure dangereusement négligente. Il était douloureusement évident pour quiconque écoutant la voix de Terry que quelque chose n'allait pas. Pourtant, au lieu d'une réponse empathique et rapide, Terry a été confronté au scepticisme et au rejet. Malgré la terreur et la douleur, la jeune femme n'a cessé de se battre pour sa vie. Lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle était toujours en mouvement, elle est parvenue à sortir une main de la poubelle et à l'agiter désespérément dans l'espoir d'attirer l'attention d'un conducteur. Malheureusement, ce n'est pas un conducteur qui l'a remarqué, mais son ex-mari, David. Alors évidemment, vous vous en doutez, déjà que l'homme était complètement dans un délire et qu'il était déjà bien en colère, complètement foudrage et s'est arrêté, il a frappé de nouveau Terry avec une batte de baseball et l'a menacé de la tuer si elle tentait une nouvelle fois de s'échapper. Comme si tout ceci ne suffisait pas, son téléphone s'est mis à sonner. De ce fait, David l'a entendu, il s'en est emparé, l'a arraché à Terry, alors que c'était son seul lien avec le monde extérieur, la plongeant alors dans une solitude totale. Réalisant la gravité de sa situation, Terry a pris une décision désespérée. Elle a fait semblant d'être morte dans l'espoir de tromper David, de lui faire croire qu'elle ne représentait plus aucune menace. Alors qu'il déchargeait la poubelle du camion, elle est restée immobile, feignant d'être complètement morte. David avait prévu de l'abandonner dans un casier de stockage, pensant alors la laisser pour morte. Il a roulé la poubelle à l'intérieur de l'unité de stockage, l'a fermée, puis a poussé le conteneur dans un coin. Pour s'assurer qu'elle était complètement piégée, il a empilé des boîtes par-dessus. Satisfait de son œuvre macabre, il a alors quitté les lieux, claquant la porte métallique derrière lui, scellant Terry dans ce qu'il croyait être sa tombe. Pendant ce temps, la police intensifiait ses efforts chez David, déterminé à retrouver la jeune femme. Avec le temps qui jouait contre eux, les enquêteurs savaient qu'ils devaient agir rapidement, malgré le peu d'indices en leur possession. Des alertes Amber ont été émises pour Holly et Amanda. Des bulletins pour les véhicules de David et Terry ont été publiés et ils ont tenté de localiser leur téléphone portable. La recherche approfondie de la maison de David s'est révélée très ardue en raison de ses habitudes extrêmes de thésaurisation. La maison était en désordre total. Des aliments avariés traînaient un petit peu partout. La vaisselle sale s'accumulait et des vêtements jonchaient le sol, sans compter l'encombrement qui envahissait chaque pièce. Naviguer dans cet espace exigu était un défi en soi. Au milieu de ce chaos, la police a fait une découverte plus que troublante. Ils ont retrouvé un pantalon de survêtement correspondant à la description de celui que portait Terry selon Nick. Le vêtement était couvert de rubans adhésifs, mais également de sang. De plus, une large tache de sang maculait le tapis, accompagnée d'un étui d'armes de poing vide. La taille de la tache suggérait que Terry était dans un état critique et qu'il fallait agir le plus rapidement possible. Le temps pressait et s'il ne la retrouvait pas rapidement, il craignait le pire pour cette dernière. Malgré tous leurs efforts pour se concentrer sur les pistes les plus prometteuses, chaque direction semblait les mener à des impasses. Alors que la nuit tombait, ils ont décidé d'élargir leurs recherches à tous les endroits où David avait pu aller, espérant enfin une avancée. Et ceci s'est avéré être une décision salvatrice. Comme par hasard, ils avaient repéré David se dirigeant vers son lieu de travail, conduisant avec une apparente indifférence, comme si finalement tout était normal. Ils l'ont aussitôt intercepté, s'attendant à devoir gérer un homme potentiellement violent, fou de rage et imprévisible. Toutefois, en s'approchant de l'homme, ils ont trouvé ce dernier étonnamment calme, posé
Et ce qui les a surpris, complètement seuls. De Terry et de ses deux filles, il n'y avait aucune trace. David a parfaitement joué le rôle de l'ex-mari complètement perplexe, agissant comme s'il ignorait totalement pourquoi la police cherchait à le retrouver avec tant d'empressement. Les agents ont donc choisi d'adopter une approche délibérément non conflictuelle. Ils l'ont invité à les accompagner au poste de police sous prétexte de vouloir éclaircir certains points avec lui. Contre toute attente, David a accepté sans la moindre réticence. Dans la salle d'interrogatoire, il est rapidement devenu évident que cet homme se sentait invulnérable. Son assurance frôlait même l'arrogance. En quelques minutes, il a déclaré que ses deux filles, Holly et Amanda, âgées de 6 et 4 ans, étaient en sécurité chez sa prétendue petite amie. Il a expliqué qu'il les avait déposées là-bas car son ex-femme n'était pas venue les récupérer comme prévu ce matin-là. Puis, l'homme s'est laissé emporter par une longue tirade détaillant tous les défauts de son ex-femme et la décrivant, vous vous en doutez, comme la véritable coupable de leur conflit. Tout était de sa faute, que ce soit de leur rupture à toutes les procédures judiciaires qu'il y avait pu avoir par la suite. Encore une fois, l'homme ne s'est jamais remis en question. Tout est de la faute de Terry. Il a raconté comment elle lui aurait fait vivre un enfer, et ce pendant des années, inconscient de l'aggravation de sa propre situation par son discours. La police l'a écouté en silence, sachant que, parfois, la meilleure méthode pour obtenir la vérité est de laisser quelqu'un se perdre dans ses propres mensonges. Au fur et à mesure que l'homme tentait de se présenter sous un jour favorable, il a commencé à introduire des incohérences dans son récit, préparant ainsi, sans le savoir, le terrain idéal pour sa propre chute. D'après lui, il aurait attendu jusqu'à 11h30 avant de se résigner à finalement amener les filles chez sa petite amie. Il semblait confiant dans cette version. Malheureusement pour lui, un seul et unique détail allait provoquer sa perte. Le premier appel de Terry au 911 avait été posé à 10h57 et la police était arrivée au domicile de David à 11h03, soit 27 minutes avant l'heure qu'il avait mentionnée. À leur arrivée, David était absent de son domicile. C'est donc une contradiction flagrante qui venait ébranler tout son récit. Après avoir découvert cette faille dans son histoire, les policiers ne se sont plus du tout retenus. Ils ont confronté l'homme à l'ensemble des preuves qu'ils avaient accumulées. Les taches de sang retrouvées chez lui, le pantalon de Terry, ainsi que les appels au 911. Ils l'ont bombardé de questions et de preuves, et au fur et à mesure que l'interrogatoire avançait, quelque chose de stupéfiant a finalement émergé. David était assis là, répondant calmement aux questions des policiers, sans réaliser qu'il portait le pantalon taché de sang de Terry. Lorsqu'un des détectives a attiré son attention sur cet élément, David a eu un énorme moment de panique. Il a tenté, bien évidemment, de modifier son récit, cherchant désespérément à se rattraper dans tout son flot de mensonges. Il a improvisé une toute nouvelle version, prétendant que, tandis qu'il préparait les affaires d'école de ses enfants, Terry se serait introduite discrètement chez lui, aurait laissé tomber son pantalon et l'aurait attaqué avec un marteau. David affirmait qu'il l'avait vu juste à temps et qu'il avait été contraint de se défendre avec une batte de baseball, mais évidemment en tant que légitime défense. Jamais de la vie, l'homme se serait pris à son ex-femme de manière délibérée. À partir de ce moment, il prétendait s'être évanoui, n'ayant plus aucun souvenir de ce qui s'était passé ensuite, ni de l'endroit où Terry pouvait se trouver. Néanmoins, les détectives n'étaient pas du tout dupes. Ils avaient quand même plusieurs années d'expérience et aussi des preuves avec eux et ne croyaient pas du tout à cette nouvelle version de l'histoire. Les enquêteurs ont rappelé à David que la température extérieure était glaciale et que si Terry était encore vivante, chaque minute passée dans ce froid la rapprochait peu à peu de la mort. Et si jamais cette dernière venait à mourir,
Eh bien, à ce moment-là, ce n'était pas une tentative de meurtre, un kidnapping ou que sais-je, mais un meurtre dont il allait être accusé. Ils ont tenté d'attiser une éventuelle lueur sortie un petit peu de nulle part chez l'homme d'humanité qui pouvait éventuellement lui rester, l'implorant de penser à ses propres enfants, lui disant que ses filles, si jamais Terry venait à mourir, allaient grandir sans mère, mais également sans un père qui lui finirait derrière les barreaux. Mais David, complètement insensible, n'a fait que sourire, il a bâillé et a demandé une pause dans son interrogatoire. Son attitude transmettait un message complètement glaçant, qui faisait froid dans le dos. Il était résolu à ce que Terry ne survive pas assez longtemps pour être retrouvé en vie. Ceci est une démonstration troublante de la froideur dont l'homme pouvait être capable. Bien qu'il ait été confronté aux preuves accablantes, David semblait ne ressentir aucune inquiétude pour le sort de son ex-femme. Sa haine envers elle était si intense qu'il semblait prêt à se compromettre complètement pourvu qu'elle endure le pire. Les détectives ont alors compris qu'il faisait face à un homme pour qui la vengeance comptait plus que la vie humaine. Pendant l'interrogatoire, David a demandé une pause que les enquêteurs ont dû lui accorder conformément aux règles juridiques afin d'éviter que l'interrogatoire ne soit qualifié de coercitif. Cette interruption, toutefois, allait se révéler précieuse pour l'enquête. En réexaminant tous les effets personnels de l'homme, les enquêteurs ont découvert un indice potentiel. Parmi ses cartes de visite et ses reçus de différents lieux, ils ont trouvé une carte d'accès pour un entrepôt de stockage à Wheeling dans l'Illinois, situé à environ 100 km de son domicile situé dans le Wisconsin. Cet élément a évidemment suscité leur curiosité. Il semblait étrange qu'il garde des affaires personnelles si loin de chez lui. Bien qu'il y eût des explications possibles, l'urgence de la situation a poussé les enquêteurs à suivre cette piste sans attendre. Au mieux, ils tombaient sur la jeune femme, au pire, ils s'étaient trompés et c'était pas bien grave. L'essentiel était de retrouver cette dernière le plus rapidement possible. Et bon, ça reste les États-Unis, ils ont quand même plusieurs patrouilles un petit peu partout qui pouvaient se charger de faire les kilomètres à leur place. Ils ont contacté le personnel de l'entrepôt et ont appris que leur homme y louait effectivement une unité. Mais ce n'est pas tout, que ce dernier s'y était en plus de ça rendu quelques heures seulement après la disparition de Terry. Cette coïncidence a bien entendu rendu l'entrepôt hautement suspect aux yeux des enquêteurs. Ils ont demandé au préposé de vérifier s'il y avait quelque chose d'anormal à l'intérieur de l'unité de stockage. Après une attente plus que tendue où les nerfs des enquêteurs étaient à vif, le préposé a rapporté des bruits étouffés provenant de l'unité de stockage, ce qui les laissait entendre que quelqu'un pouvait éventuellement être nu à l'intérieur contre son gré. Les enquêteurs lui ont immédiatement ordonné d'appeler les forces de l'ordre locales afin que ces derniers arrivent rapidement et puissent sauver la jeune femme. La police du comté de Racine s'est donc rapidement mise en route vers Wheeling, sachant que chaque seconde était en train de compter puisque cette fois-ci, ils étaient au courant de l'histoire qui était en train de se dérouler. À leur arrivée à l'entrepôt, les officiers étaient prêts. Munis d'une barre de levier pour forcer la porte de l'unité de stockage de David, l'urgence et l'espoir de ne pas avoir suivi une fausse piste étant visibles sur leur visage. En entrant dans l'unité de stockage, ils n'ont d'abord trouvé que des boîtes, des étagères et une grande poubelle. Mais quelque chose d'étrange avec la poubelle a immédiatement attiré leur attention. Elle était solidement fermée avec du ruban adhésif, comme par exemple pour dissimuler quelque chose d'important. Cette mise en scène leur a fait croire que si Terry se trouvait bien dans cette unité de stockage, elle pourrait potentiellement être enfermée à l'intérieur de cette poubelle. Les officiers ont donc commencé à retirer précautionneusement le ruban adhésif avant d'ouvrir le couvercle. À l'intérieur, ils ont enfin découvert la pauvre femme ligotée avec du ruban adhésif, ensanglantée, mais heureusement encore vivante, bien que dans un état critique. La pauvre femme était recroquevillée en position fœtale, grelottante de par, je vous rappelle, la neige qui avait été mise dans la poubelle, visiblement en hypothermie sévère, puisque sa température corporelle était descendue à 30 degrés. Et je vous rappelle que le corps humain est à 37 degrés initialement. 30 degrés, c'est vraiment
très peu et surtout très grave. Terry venait de passer 27 heures dans des conditions effroyables. Sa survie relevait presque du miracle. Et ce fut un moment de soulagement immense pour les enquêteurs qui avaient enfin pu la retrouver. La femme, retrouvée dans des conditions inimaginables, était en état critique à son arrivée à l'hôpital. Elle avait perdu une quantité considérable de sang et souffrait d'engelures sévères, et si ses blessures externes étaient déjà bien alarmantes, celles internes l'étaient encore plus. Sa tension artérielle et sa fréquence respiratoire étaient dangereusement basses, indiquant un état de choc avancé, et ses reins, qui étaient complètement affaiblis par l'hypothermie et le manque de soins, commençaient à défaillir. Malgré ces circonstances sombres, l'équipe médicale a agi rapidement et a tout fait pour stabiliser son état. Transporté en urgence le 1er février 2004, Terry a traversé un parcours médical complexe et éprouvant avec de nombreuses interventions. Le personnel médical était initialement sceptique quant à ses chances de survie, mais contre toute attente, par un véritable miracle, Terry a commencé à montrer des signes de récupération. Ce processus de guérison, bien que très lent, a été miraculeux aux yeux de son entourage, mais également aux yeux de l'équipe hospitalière. Durant les 2 mois, hein, c'est quand même assez long, qui ont suivi son admission, Terry a subi pas moins de 10 opérations visant à réparer les dommages infligés à son corps et à traiter les séquelles graves des engelures. Après son retour chez elle, sa convalescence a été longue et difficile. Elle a passé plusieurs semaines en fauteuil roulant, luttant pour retrouver un semblant de mobilité. En dépit de tous ses efforts, Terry a malheureusement dû faire face à la perte de ses 10 orteils, conséquence des engelures qui avaient gravement endommagé ses extrémités. Cette épreuve physique n'était cependant pas la seule qu'elle devait surmonter. En parallèle, Terry a aussi enduré la douleur émotionnelle liée à une fausse couche, perdant le bébé qu'elle attendait avec amour et impatience avec Nick. Cette série d'épreuves n'a fait que renforcer sa détermination à vivre et à transformer cette épreuve en quelque chose de constructif. Sa survie ainsi que sa capacité à rebondir sont devenus des symboles de sa force, de sa résilience et d'une volonté de faire. Parallèlement, David Larson a été traduit en justice pour répondre de ses actes. Face aux preuves accablantes qui étaient contre lui, il a été jugé et reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, fort heureusement, notamment pour tentative de meurtre, enlèvement, obstruction à la garde des enfants et violence domestique interétatique. Le 16 août 2005, la justice l'a alors condamné à 35 ans de prison pour tentative d'homicide intentionnel au premier degré, une sentence qui reflétait la gravité des violences infligées à son ex-femme. Cependant, malgré cette lourde condamnation, David n'a clairement pas renoncé à se battre contre la justice. Lors de l'année 2010, il a tenté de faire appel de son jugement en affirmant être victime de double incrimination, mais sa demande a fort heureusement été rejetée par la Cour d'appel du 7e circuit. Toujours déterminé à éviter sa peine de prison, puisque pour cet homme, impossible de se remettre en question, c'est toujours de la faute des autres et lui n'est responsable finalement de rien, il a même élaboré un plan d'évasion audacieux basé sur une fausse urgence médicale. Toutefois, ce plan, heureusement, a échoué et il est resté derrière les barreaux pour purger l'intégralité de sa peine. En plus de sa condamnation, la justice du Wisconsin a ordonné à David de payer 3,4 millions de dollars à Terry en guise de compensation pour les souffrances qu'il lui avait infligées, ainsi qu'une somme de 300 000 dollars destinée à Nick, Amanda et Holly, qui sont ses 2 enfants. Bien que David ait tenté d'échapper à cette obligation financière en déclarant faillite, le tribunal a refusé sa demande en considérant que ses dettes découlaient de ses propres actes malveillants et donc qu'il en était entièrement responsable, quelque chose dont David a peu l'habitude. Malgré les années en prison, l'homme n'a jamais cessé d'essayer de s'immiscer dans la vie de Terry et de ses enfants. Par le biais de multiples démarches judiciaires,
Il a tenté d'obtenir des droits de visite pour ses filles et de réduire ses paiements de pension alimentaire. Toutes ces demandes ont été systématiquement rejetées, les tribunaux reconnaissant le danger potentiel qu'il représentait pour sa famille. Aujourd'hui, Holly et Amanda sont tous deux dans la vingtaine et Terry est enfin libéré de toute emprise légale de David. Bien que le traumatisme de cette histoire soit indéniable, Terry a choisi de se reconstruire et d'aller de l'avant avec une incroyable capacité de pardon. Elle considère aujourd'hui que David est en réalité la victime de ses propres actions dévastatrices, destructrices et malsaines. Elle voit en lui un homme qui s'est lui-même condamné en cédant à sa haine et à sa colère, une perspective qui témoigne d'une sagesse et d'une résilience profonde. Après cette épreuve, Terry et Nick ont réussi à accueillir un fils dans leur foyer, un événement qui a apporté une nouvelle source de bonheur et de stabilité à leur famille. Aujourd'hui, Terry a transformé cette malheureuse tragédie en une mission de vie qui inspire les autres. Elle travaille comme conférencière publique et militante pour les droits des victimes, éduquant le public à l'importance de reconnaître les signes avant-coureurs de relations abusives et sur les moyens de se libérer de ces liens destructeurs. Elle a joué, vous vous en doutez, un rôle actif dans la rédaction des lois essentielles telles que la loi Wisconsin Safe et la loi Mercy qui protège les victimes de violences domestiques et facilite leur accès à la justice. En partenariat avec l'association que je vous mets à l'écran, Terry consacre désormais sa vie à aider les autres et à défendre les droits de ceux qui ont vécu des situations similaires. Son parcours témoigne d'une force et d'une résilience rares et elle incarne aujourd'hui une voix puissante pour le changement. Par son engagement et son courage, Terry est devenue un modèle de résilience et d'espoir et elle montre à tous que même les épreuves les plus sombres peuvent être transformées en force positive. Bien qu'elle ait surmonté des défis inimaginables, son histoire soulève des questions importantes sur la violence domestique et la manière dont la société peut mieux protéger les victimes. Alors ma question pour cette fin de vidéo est que pensez-vous des lois actuelles pour protéger les victimes de violences domestiques et pensez-vous qu'elles sont suffisantes? J'imagine déjà connaître la majorité de vos réponses, surtout en France, on voit très bien les dégâts qu'il y a, on voit très bien que malheureusement les lois ne sont pas suffisantes. Enfin c'est mon avis, hein. Personnellement, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires bien sûr, mais je pense que les choses ne sont pas suffisantes et les policiers ne sont pas non plus suffisamment formés à ce genre de cas, même si j'ai cru entendre et voir passer l'information que ces dernières années, il y a eu des formations faites à l'égard des policiers, des gendarmes en France, pour que ce genre de cas soit mieux pris en considération. Mais je pense que malheureusement, ce n'est toujours pas suffisant, que encore en 2024, tu peux très bien appeler un opérateur, leur dire que tu es victime de violences familiales et que malheureusement, soit tu peux tomber sur quelqu'un qui n'est pas du tout empathique et qui ne va rien faire pour toi, soit tu vas tomber sur des policiers qui vont te dire que tu n'as qu'à venir porter plainte au commissariat alors que tu ne peux même pas te déplacer ou que sais-je. Bref, des histoires dans le genre, on en entend à l'appel et je pense sincèrement que les policiers ne sont pas suffisamment formés pour ce genre de cas. Malheureusement, toutes les associations sont quasiment toutes débordées. Elles sont pleines de travail, elles n'ont pas assez de logements à proposer pour ces femmes et il est très compliqué aujourd'hui de se sortir de ce genre de relation en étant indemne. Évidemment, comme d'habitude, si c'est votre cas et que vous regardez cette vidéo, je vous mets tous les numéros à l'écran. N'hésitez pas à les contacter si vous êtes victime de violences conjugales, même si je sais qu'il faut beaucoup de force et de moyens pour pouvoir appeler ces numéros et que malheureusement ça n'aboutit pas forcément à quelque chose mais voilà, si vous pouvez éventuellement vous réfugier chez des proches, si vous avez la possibilité de contacter ces numéros, de vous retrouver quelque part en sécurité, n'hésitez pas à le faire, même si évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires et si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et d'activer la petite cloche des notifications.
Brian Blackwell est né en 1986 dans une famille bien établie et même, j'ai envie de dire, relativement âgée pour des parents d'un enfant unique. Son père, Sidney, exerçait en tant que comptable, tandis que sa mère, Jacqueline, tenait une boutique d'antiquités. Résidant dans le village aisé de Melling, situé dans la banlieue nord de Liverpool en Angleterre, ils avaient bâti leur vie avant de concevoir Brian. À l'époque, Sidney avait 54 ans et Jacqueline 43 ans. Et ils savaient très bien que Brian serait leur seul et unique enfant ensemble, bien que Sidney avait déjà eu 2 enfants qui sont déjà adultes issus d'un précédent mariage. Le couple aimant, souvent décrit par leurs amis comme indulgent et excessivement protecteur, prenait un soin particulier à contrôler chaque détail de la vie de leur fils Brian, créant alors une bulle autour de lui tout au long de son enfance. La réputation de fils parfait que je mets évidemment entre guillemets que Brian avait bâti était en grande partie due au milieu privilégié dont il bénéficiait. Grâce aux lourds moyens financiers de ses 2 parents, il a pu étudier dans une école privée prestigieuse, le Liverpool College. Cependant, sa réussite ne provenait pas seulement de ce confort matériel, évidemment. Brian était aussi intellectuellement un jeune homme très brillant. Son esprit vif lui avait même valu le nom affectueux de Brains de la part de ses amis et de sa famille, un jeu de mots parfait avec son nom. Brian ne cachait pas ses ambitions académiques. Son projet, après l'école, était de poursuivre des études en médecine à l'université de Nottingham. Pourtant, malgré cette image de jeune homme sérieux, il n'atteindra jamais l'université. Quelque chose en lui allait absolument tout changer, allait bouleverser tous ses plans, mais également sa famille. Un élément perturbant s'émissait derrière le masque de perfection qu'il portait, un penchant marqué pour le mensonge. Brian était un menteur invétéré, capable d'inventer des histoires qui allaient bien au-delà des simples vantardises innocentes, bien au-delà des petits mensonges que n'importe quel enfant ou adolescent peut être capable de dire. En grandissant, la situation ne s'est pas du tout améliorée. Ces mensonges étaient devenus plus audacieux, prenant des proportions parfois même surprenantes. Par exemple, il prétendait être un joueur de tennis talentueux. Même si Brian était effectivement bon, son niveau de jeu était bien loin des standards professionnels. Mais cette compétence honnête n'était pas suffisante pour lui. En 2004, alors qu'il approchait de ses 18 ans, son avenir semblait pourtant prometteur. Il sortait avec une camarade de classe, prénommée Amal, fille de 2 médecins d'origine jordanienne, et partageaient leurs valeurs et leur passion pour la médecine. Cette compatibilité l'avait même aidé à être bien accueilli par la famille de cette dernière. Toutefois, les simples perspectives d'une carrière dans le domaine médical ne lui semblaient pas suffisantes pour impressionner pleinement sa petite amie et sa famille. C'est à ce moment-là qu'il a inventé un mensonge extravagant. Il a prétendu être un joueur de tennis professionnel sélectionné pour participer au prestigieux Open de France. Étonnamment, personne dans son entourage n'a douté de ses paroles. En même temps, Brian était un jeune homme cultivé qui venait d'une bonne famille. À aucun moment, les gens pouvaient penser qu'il pouvait mentir quant à sa situation. Amal et ses parents voyaient en lui un jeune homme de confiance et ont pris son histoire pour argent comptant, ignorant la supercherie qui se cachait en réalité derrière. Mais Brian ne s'est encore une fois pas arrêté là. Dans une volonté de rendre son mensonge encore plus convaincant, il a affirmé également qu'il était classé numéro 1 dans divers magazines spécialisés en tennis. Non seulement il l'a déclaré, mais ce n'est pas tout. Brian était un niveau au-dessus. Ce dernier a même pris le temps de falsifier des magazines, modifiant les classements pour y insérer son nom tout en haut des listes. Une dévotion extrême pour un mensonge qui, il faut l'admettre, témoignait d'une imagination et d'une minutie déconcertantes. Âgé de 17 ans, son entourage n'aurait jamais pensé à vérifier la véracité de ses propos sur Internet. Amal et ses proches, sans raison apparente de douter du jeune homme, ont accepté sa version avec une confiance totale. Ainsi, derrière cette image de fils modèle et d'étudiant brillant,
se cachait un jeune homme en quête constante de validation, allant jusqu'à inventer une vie fictive pour se rendre plus impressionnant aux yeux de ceux qu'il aimait. Brian s'est-il arrêté là? Eh bien, malheureusement, non. Et si seulement tous ces mensonges avaient suffi? C'est loin d'être le cas. Le simple fait d'être invité à participer à l'Open de France n'était visiblement pas assez impressionnant pour lui. Il a ensuite raconté à Amal ainsi qu'à sa famille que la célèbre marque Nike l'avait approché avec une offre de parrainage de 50 000 livres. Pour rendre ses propos plus crédibles, il avait même fabriqué ce qui semblait être un contrat de parrainage authentique, laissant croire à Amal et ses proches qu'il était en présence du futur Rafael Nadal. Ce mensonge, plus qu'audacieux, il faut dire ce qui est, appuyé par de faux documents, a renforcé l'illusion et a conforté l'idée qu'Amal sortait avec un prodige du tennis en devenir. Fréquenter Amal faisait également plaisir aux parents de Brian. Étrangement, ses parents préféraient qu'il passe du temps avec des adultes plutôt qu'avec des jeunes de son âge, estimant qu'il en tirerait de meilleures influences. Ironiquement, ils l'encourageaient à passer du temps au club de tennis auquel ils étaient inscrits. Néanmoins, Brian, qui en avait peut-être assez de la pression parentale et se rebellait contre leurs attentes, avait commencé à de plus en plus éviter ce lieu, tout en continuant à développer son réseau de mensonges. Brian, comme dit précédemment, aspirait à intégrer l'université de Nottingham pour y étudier la médecine, mais ses parents, eux, avaient d'autres plans pour leur enfant. Selon eux, l'université d'Édimbourg, qui est en Écosse, représentait une option plus prestigieuse et ils souhaitaient qu'il y aille. Brian a donc postulé aux deux institutions et grâce à ses excellentes prévisions de notes en mathématiques, biologie, chimie et espagnol, il a été accepté dans les deux universités. Il se dit alors que ses parents auraient pris l'initiative de contacter Édimbourg pour accepter l'offre en son propre nom, mais cette information reste difficile à confirmer. Désormais, Brian était profondément immergé dans ses propres mensonges autour de sa supposée carrière de tennisman. Aux yeux d'Amal ainsi que de sa famille, il incarnait l'image d'un jeune homme promis à un brillant avenir. Pourtant, les mots seuls ne suffisaient plus. Brian devait réaliser qu'il lui faudrait offrir des preuves plus tangibles pour ne pas risquer de perdre sa petite amie. Alors, dans une tentative désespérée de donner du poids à ses mensonges, il a fait une demande de 13 cartes de crédit, tout au nom de son père, et a pris rendez-vous avec sa banque pour obtenir une avance de fonds. Sans sourciller, il a répété son mensonge, affirmant être un joueur de tennis professionnel qui avait besoin de liquidités afin de financer sa participation imminente à l'Open de France. Sur son formulaire de demande de prêt, il a même inscrit qu'il rembourserait le prêt avec son salaire fictif de tennisman, qui était, selon lui, de 45 000 livres par an. Cependant, la banque, après une vérification d'antécédents, a découvert l'inexactitude de ces informations et a rejeté sa demande. Malgré cet échec, Brian a poursuivi son jeu de mensonges. Pour convaincre sa petite amie de sa sincérité, il lui a proposé de devenir sa manager personnelle. Une offre qu'elle a évidemment acceptée avec enthousiasme. Poussant l'illusion encore plus loin, Brian lui a même écrit un chèque de 39 000 livres pour un prétendu salaire d'avance. Bien entendu, le chèque n'a jamais pu être réellement encaissé, faute de fonds suffisants. Mais là encore, il a inventé une excuse pour justifier cet incident, espérant ainsi apaiser les doutes de la jeune femme. Afin de se rattraper, Brian a fait une promesse encore plus extravagante à cette dernière. Il lui a offert une voiture flambant neuve. En tant que jeune fille, âgée de 17 ans, comblée de cadeaux et éperdument amoureuse de son petit ami, Amal n'avait aucune raison de questionner les motivations de Brian, surtout en pensant qu'elle était la petite amie d'une future célébrité. Toutefois, une question persistait. D'où Brian tirait-il tout cet argent? Après tout, si son chèque de 39 000 livres avait été refusé par la banque, comment pouvait-il se permettre d'acheter une voiture neuve? La réponse résidait dans les économies que ses parents avaient soigneusement mises de côté pour assurer son avenir universitaire. Brian avait réussi à accéder à ce compte d'épargne et avait retiré une somme de 9 000 livres qu'il a utilisée pour offrir la voiture à Amal. Les fonds
initialement destiné à financer ses études, servait désormais à entretenir ses mensonges et à alimenter l'illusion d'une vie de rêve qu'il tentait de faire croire désespérément aux autres. Dès la fin de ses études, Brian a commencé à passer de plus en plus de temps à explorer différents moyens d'accéder aux fonds de ses parents. Plongé dans ses illusions et emporté par ses mensonges, il n'a pas envisagé qu'un jour, bien entendu, ses parents pourraient éventuellement découvrir tous ses agissements. Pourtant, ils l'ont fait, et c'était sûr et certain qu'ils finiraient par le découvrir. Et ils l'ont su notamment lorsqu'un chèque a été refusé et que la banque a envoyé une notification à ses parents. On peut, bien sûr, imaginer la stupéfaction de Jacqueline lorsqu'elle a appris qu'elle avait, apparemment, émis un chèque sans provision. Incrédule, elle a investigué davantage et c'est alors qu'elle a découvert que son fils, Brian, avait également retiré les 9000 livres d'économie universitaire. Bouleversée et en colère, elle a immédiatement contacté la banque, exigeant que Brian soit désormais interdit d'autoriser des transactions sans la présence de Sydney ou d'elle-même. Ayant pris conscience que leur indulgence excessive envers Brian s'était retournée contre eux, Sydney et Jacqueline ont alors confronté leur fils, lui faisant comprendre que ses mensonges ainsi que toutes ses manipulations étaient allés bien trop loin et qu'à ce stade, il fallait cesser directement, sinon ça pourrait devenir quelque chose de très grave. Et que mentir comme ça à son entourage n'était pas une façon de faire, et surtout, ce n'était pas du tout comme ça que ses deux parents avaient élevé leur fils. Cette discussion a bien entendu mené à une vive dispute au cours de laquelle, pour la première fois, ses parents ont véritablement affirmé leur autorité. Brian se retrouvait face à un mur. Ses parents avaient enfin décidé de ne plus tolérer ses excès. C'est alors que le 25 juillet 2004, Brian et Sydney sont allés ensemble au club de tennis, comme ils le faisaient régulièrement. Sydney espérait que la dispute de la veille aurait ramené Brian à la raison, pensait peut-être qu'il allait redevenir l'enfant brillant et prometteur qu'ils avaient toujours cru qu'il était. Mais il y a un trait commun aux personnalités narcissiques. Elles n'acceptent pas facilement la défaite. Et lorsque les choses ne tournent pas comme prévu, à leur avantage, les réactions peuvent souvent être extrêmes. Pour Sydney et Jacqueline, malheureusement, cette journée allait prendre un tournant tragique. Sydney ignorait qu'à ce moment-là, Brian avait secrètement réservé 2 billets en première classe, bien sûr, pour New York. Lui et Amal s'apprêtaient à entreprendre ce qui serait, à leurs yeux, le voyage d'une vie. Une escapade romantique, mais surtout coûteuse, à travers les États-Unis, prévue pour le lendemain. Tandis que Brian montait dans sa chambre pour préparer ses bagages, ses parents, demeurant en bas, tentaient d'analyser la situation et de déterminer comment gérer son comportement à l'avenir. Ils nourrissaient l'espoir que, maintenant que ses manigances étaient découvertes, qu'elles étaient enfin mises à jour, Brian cesserait ses mensonges et accepterait leurs conditions. Qu'il avait simplement besoin qu'on lui tire un petit peu les bretelles, qu'on lui fasse comprendre que voilà, ce que tu fais, c'est pas bien, et que tout allait rentrer dans l'ordre. Mais Brian, ça faisait déjà des années qu'il mentait, et ses mensonges étaient devenus tellement gros que pour lui, c'était impossible de faire machine arrière. Ses parents, en plus de ça, préoccupés par les récents retraits d'argent et d'éventuelles dépenses non autorisées, ils tentaient de passer en revue leurs comptes pour s'assurer qu'il ne restait aucun autre prélèvement suspect. Et c'est ainsi qu'ils sont tombés sur les énormes dépenses liées au voyage qui s'annonçaient. Une fois encore, ils ont confronté leur fils, espérant obtenir des explications claires et sincères. Néanmoins, cette confrontation a pris une tournure dramatique. Au lieu de répondre ou de se justifier, Brian a été envahi par une colère violente. Soudain, dans un accès de rage incontrôlable, il s'est saisi d'un couteau de cuisine ainsi que d'un marteau, se retournant d'abord contre son propre père. En un instant, il a frappé Sydney à la tête avec le marteau et l'a poignardé à de multiples reprises au niveau de la poitrine. Jacqueline, entendant les cris, s'est précipitée pour essayer de défendre son mari et de calmer son fils. Malheureusement, en vain.
Je vous rappelle que Jacqueline était quand même assez âgée. Son fils, elle l'a eu à 43 ans. Là, il avait 17-18 ans, donc elle avait environ 60-61 ans. Vous vous doutez que la force d'une femme de 61 ans, en règle générale, face à un jeune homme de 18 ans, est quand même vachement plus faible. Lorsque l'on vieillit, on n'a pas la même force qu'à 20 ans. Brian s'est alors tourné contre elle, l'attaquant avec la même violence. Il l'a frappée à la tête, puis une fois Sydney terrassée, il s'est acharné sur elle avec le couteau, lui affligeant une vingtaine de coups un petit peu partout. À la fin, environ 30 coups de couteau avaient été portés à Sydney et 20 coups de couteau avaient été portés à Jacqueline. Après cette attaque brutale, Brian, d'un calme glaçant, a enjambé les corps de ses parents, abandonnant leurs dépouilles dans des flaques de sang. Il est monté à l'étage, tranquillement, a pris une douche, a fini de faire ses valises, puis a quitté la maison pour se rendre chez Amal, où il avait prévu de passer la nuit avant leur départ pour New York le lendemain matin. Ignorant complètement le drame qui venait de se dérouler, Amal a pris place à côté de lui en première classe, probablement comblée par la perspective d'un séjour romantique avec celui qu'elle croyait être un joueur de tennis talentueux et un futur médecin. Ce voyage à New York, cependant, n'était pas une simple escapade amoureuse. Brian avait réservé 3 nuits dans la suite présidentielle de l'hôtel Plaza, à 2 pas de Central Park, au prix de 2200 $ la nuit. Ce séjour n'était que le début de leur somptueux périple. Brian et Amal ont voyagé à travers les États-Unis, séjournant dans des hôtels de luxe et visitant des destinations de rêve telles que Miami, San Francisco et même Barbade. À aucun moment, et ça se comprend, Amal a soupçonné le sombre secret que Brian gardait en lui, ni les actes atroces qu'il avait commis pour financer leur aventure. La totalité de leurs dépenses, s'élevant à 30 000 livres, avait été réglée grâce aux cartes de crédit de Sydney. Les photos de leur voyage, où ils apparaissent souriants, heureux, ne laissent rien transparaître de l'horreur qui s'était déroulée dans la maison familiale, ni du fait que Brian savait pertinemment qu'il avait laissé derrière lui les corps de ses 2 parents morts à l'intérieur de leur maison. De retour à Liverpool à la mi-août, fidèle à ses habitudes mensongères, Brian a trouvé un tout nouveau stratagème. Il a demandé à Amal s'il pouvait rester chez elle pendant 2 semaines, inventant que ses parents étaient finalement partis en vacances en Espagne et qu'ils ne pouvaient plus accéder à la maison familiale. Amal, complètement dupée par son récit et encore la tête dans les nuages dû à ce somptueux voyage, a accepté l'offre de son petit ami. Peu de temps après leur retour, les résultats des examens de Brian et Amal sont arrivés. Fidèle à ses anticipations, Brian a obtenu un A dans chacune des matières qu'il avait présentées: mathématiques, chimie, biologie et espagnol. Ceci signifiait qu'il pouvait entrer immédiatement à l'université et il a choisi d'accepter l'offre de Nottingham, refusant celle d'Édimbourg, finalement l'université que ses parents avaient choisie pour lui et dont il n'avait pas forcément l'envie de s'y rendre. Durant le reste de l'été, Brian a continué à vivre chez sa petite amie, entretenant le mensonge selon lequel ses parents étaient toujours en voyage. Mais où étaient Jacqueline et Sydney pendant tout ce temps? Brian était-il retourné chez lui pour dissimuler les preuves de ses actes ou encore déplacer leur corps? Eh bien non. Les corps de ses parents sont restés là où il les avait laissés, gisant dans le salon de la maison familiale la nuit du meurtre. Durant ces semaines, Brian n'a jamais remis les pieds chez lui. Ce n'est que le 5 septembre, soit 6 semaines après les assassinats, que la police a découvert les cadavres de Jacqueline et de Sydney en pleine décomposition. Ce jour-là, un voisin a appelé les autorités ayant remarqué une odeur pestilentielle qui s'échappait de la maison. En tentant de glisser une lettre sous la porte, les enquêteurs ont été frappés par une odeur insoutenable. Lorsque les policiers sont entrés en forçant la porte et qu'ils ont découvert les corps de Sydney et de Jacqueline, leurs blessures étaient si graves qu'ils ont d'abord cru qu'il s'agissait de blessures par balle. Directement, une enquête a été ouverte, la maison a été encerclée et il fallait découvrir ce qui était arrivé à ces 2 personnes. Au début, on s'est dit que ça pouvait potentiellement être un cambriolage qui avait mal tourné, et suite à quoi ces 2 personnes avaient été assassinées.
C'était un couple assez riche. Bon, ça se savait dans la région qu'ils étaient riches, de toute façon, ça se voyait à leur maison. Donc c'était quelque chose de crédible, surtout que c'était l'été. Il y a quand même pas mal de cambriolages pendant l'été. Mais eh bien, il n'y avait aucun signe d'effraction et rien n'avait été volé dans la maison. De ce fait, rapidement, Brian est devenu le seul et principal suspect, ce qui est normal en soi, puisque c'est l'enfant du couple et qui, étrangement, est toujours vivant. Ce dernier a été immédiatement placé en détention afin de subir un interrogatoire. Interrogatoire où il a tout nié en bloc. Avec insistance, Brian a affirmé ne rien savoir de la mort de ses parents, prétendant qu'il était en voyage à New York au moment des faits et que, à son retour, il a logé chez sa petite amie. Lors de son entretien, il a déclaré ceci. Je pense, parce qu'évidemment j'y réfléchis dans ma tête, mais je suis ici parce que la police me soupçonne de l'avoir fait. On m'a posé une question que je considère comme légèrement non pertinente. Et la raison principale, la seule raison pour laquelle je suis ici, est qu'on me demande si j'ai commis cet acte ou non. Vous dites que ça s'est produit quelques semaines auparavant, et je crois que ça me disqualifie en tant que suspect. Je suis évidemment très heureux de coopérer avec vous, et je veux que vous découvriez la vérité pour mes parents. Mais je crois que je devrais être traité comme un témoin, et non comme un suspect. J'ai prouvé que je n'étais pas là quand c'est arrivé, et donc, logiquement, je ne devrais pas être retenu ici. De telles paroles sont bien représentatives de quelqu'un habitué à échapper aux conséquences de ses actes par des manipulations. Toutefois, dès le lendemain, Brian, en pleurs, a complètement changé de version et a avoué, entre guillemets, les meurtres, mais en prétendant l'avoir fait en tant que légitime défense. Il a affirmé que ce jour-là, il tenait un marteau pour accrocher une photo au mur lorsqu'une dispute verbale a éclaté avec ses parents. Selon lui, son père, Sidney, dans un élan de colère, s'est levé pour l'attaquer. Cependant, cette version posait un sacré problème. Sidney avait été frappé à l'arrière de la tête alors qu'il était assis, contredisant totalement la version de Brian qu'il prétendait s'être défendu. Il a ajouté par la suite que Jacqueline, ayant entendu l'altercation, était entrée dans la pièce depuis la cuisine, toujours en train de tenir le couteau de cuisine qu'elle utilisait pour préparer à dîner. Selon Brian, elle aurait levé le couteau au-dessus de sa tête dans un geste menaçant, ce qui l'aurait forcé à se défendre, l'attaquant également avec le marteau. Brian a avoué avoir utilisé à la fois le marteau et un couteau, mais il a insisté en précisant qu'il n'avait utilisé que le côté doux du marteau. Il voulait dire par là qu'il avait utilisé la partie plate destinée à enfoncer les clous et non la griffe, comme si cela pouvait finalement adoucir ses actes. Poursuivant son récit, Brian a affirmé qu'il n'avait jamais poignardé quelqu'un auparavant et que cela ne correspondait pas du tout à ce qu'il s'était imaginé. Selon lui, il ne pensait pas que le couteau allait pénétrer aussi facilement dans la chair humaine. Néanmoins, l'autopsie a révélé qu'au total, ses parents avaient quand même subi à eux deux une 50aine de coups de couteau. Enfin, il a admis avoir utilisé la carte de crédit de son père pour financer son voyage extravagant avec sa petite amie, Amal, allant même jusqu'à dépenser des centaines de dollars en bouquets de roses rouges pour elle dans chaque ville où il s'arrêtait. Ça fait quand même un sacré paquet de roses. Brian a été officiellement accusé de 2 chefs d'accusation de meurtre et placé en détention provisoire sans possibilité de libération conditionnelle en attendant son procès. Mais l'affaire était loin d'être simple et allait bientôt prendre des tournures inattendues. Peu de temps après son inculpation, ses avocats ont insisté pour qu'il soit soumis à une évaluation psychologique complète. Brian a donc été examiné par 3 psychologues différents ainsi que 2 psychiatres et tous sont parvenus à la même conclusion. Il souffrait d'un trouble de la personnalité narcissique. Aujourd'hui, le terme narcissique est souvent employé à tort et à travers. Je suis persuadé que vous connaissez tous quelqu'un, ou même vous, qui disent avoir rencontré des pervers narcissiques alors que parfois,
On a juste rencontré des tocards. C'est pas forcément des pervers narcissiques. Ça ne court pas non plus les rues. Je ne doute pas évidemment que vous ayez pu en croiser dans votre vie, hein, bien sûr. Je dis juste que ça se fait quand même beaucoup plus rare qu'on ne le pense et que ce n'est pas parce que ton ex-petite amie a eu des comportements de con et qu'il t'a trompé et qu'il t'a menti que forcément c'est un pervers narcissique. C'est juste un tocard. Voilà. Mais tout ça pour dire que ce terme est souvent utilisé à tort et à travers, malheureusement. Il suffit de parcourir d'ailleurs les réseaux sociaux pour tomber sur des accusations de narcissisme ou sur des analyses superficielles. Le diagnostic clinique de la personnalité narcissique, comme le décrit la Bibliothèque nationale des médecins ou encore le DSM-5, est bien plus complexe. La personnalité narcissique se caractérise par un modèle persistant de grandeur, un besoin constant d'admiration et un manque flagrant d'empathie, qui se manifeste dès le début de l'âge adulte. Pour poser ce diagnostic, il faut qu'au moins 5 des caractéristiques suivantes soient présentes chez le patient. Un sens exagéré de l'importance personnelle avec une tendance à gonfler ses réalisations et à attendre une reconnaissance sans fondement. Des fantasmes obsessionnels de succès illimité, de pouvoir, de beauté ou d'amour parfait. La conviction d'être spécial et de ne pouvoir être compris que par des individus ou des institutions également spéciaux. Un besoin d'admiration excessive. Un sentiment de droit traduisant une attente déraisonnable d'un traitement de faveur ou de réponse conforme à ses attentes. Une tendance à exploiter autrui pour atteindre ses propres objectifs. Un manque d'empathie avec une incapacité à reconnaître ou à s'identifier aux besoins et sentiments d'autrui. Une jalousie envers les autres ou la conviction que les autres sont jaloux de lui. Un comportement souvent arrogant avec des attitudes hautaines. Avec ce diagnostic en main, les avocats de Brian ont construit leur défense autour de cette personnalité. Ils ont soutenu que ces actions terribles découlaient uniquement de sa condition mentale, réduisant ainsi sa responsabilité dans les crimes qui ont été commis. Leur stratégie s'est avérée fructueuse. Ils ont réussi à faire requalifier les chefs d'accusation de double meurtre en homicide involontaire, invoquant une diminution de la responsabilité criminelle de l'accusé. Ce dernier a alors plaidé coupable à l'homicide involontaire, échappant ainsi à une condamnation bien plus lourde. Le 29 juin 2005, la Cour de la Couronne de Liverpool a alors prononcé une sentence qui a semblé sceller le sort de Brian. Ce dernier a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 12 ans seulement. Pendant l'audience, le juge a laissé entendre que la libération de Brian après ces 12 années serait conditionnelle, soumise à l'évaluation des psychologues. Mais d'après lui, cette perspective de libération a semblé peu probable. En ajoutant cette remarque, le juge a émis des doutes clairs quant à la réhabilitation potentielle de l'accusé. Ce dernier, debout dans le box des accusés, a paru alors ressentir le poids de ses actes. À travers sa déclaration, lue d'une voix tremblante, il a tenté d'exprimer son regret en termes poignants. Pour chaque instant de chaque jour, j'ai éternellement désiré être à nouveau un petit garçon. À un moment où tout le monde s'aimait vraiment, où nous pouvions passer un moment heureux et être une famille unie de nouveau. Il me manque plus que tout au monde. La culpabilité me punira et me hantera 24 heures sur 24, et ce, pour le reste de mes jours. Cette déclaration avait-elle pour objectif de susciter de la sympathie, ou était-ce une véritable tentative de hors-mort ? Les doutes sont restés dans l'esprit de ceux qui ont suivi l'affaire, notamment en raison des manipulations et des mensonges ayant jalonné la vie de Brian jusque-là. Toutefois, le juge est resté inflexible et Brian a été immédiatement transféré en prison afin de purger sa peine. La justice ne l'a pas non plus épargné sur un autre front. 2 ans après son incarcération, en février 2007, Brian a dû revenir devant le tribunal pour une série d'accusations liées à des fraudes. Ces charges concernaient les sommes importantes détournées des comptes de ses parents, servant à financer le voyage extravagant qu'il avait entrepris avec sa petite amie à travers les États-Unis. Le tribunal l'a alors condamné à rembourser la somme de 36 953 livres. Cette fois-ci,
Il n'a pas du tout cherché à contester les charges et est retourné au centre de détention. Pendant ses premières années derrière les barreaux, Brian a écrit régulièrement à une amie avec laquelle il entretenait une correspondance. À travers ses lettres, il a essayé de se décrire sous un tout nouveau jour. Il a affirmé être devenu un gars sympa, différent du jeune homme manipulateur qui avait commis le double meurtre de ses propres parents. Ce dernier a aussi expliqué qu'il avait trouvé la foi et s'était tourné vers Dieu pour apaiser ses tourments intérieurs. Ces lettres ont également révélé une nouvelle ambition qu'il nourrissait, celle de devenir avocat. Dans l'une d'elles, il a écrit ceci. C'est tellement fastidieux. Il faut tellement de temps pour faire avancer les choses quand vous ne pouvez communiquer que par courrier. Je ne sais pas si je pourrais exercer en tant qu'avocat ou si je trouverais un emploi, mais c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Vous obtenez une perspective très différente du crime lorsque vous avez été vous-même en prison. Et ceci m'intéresse beaucoup. Cette ambition a pu être interprétée comme une tentative de rédemption, ou peut-être, selon certains, une nouvelle manière de manipuler la perception des autres. Non sans ironie, Brian s'est également vanté de la taille de sa cellule, plus spacieuse selon lui que sa propre chambre d'enfant. Et il s'est réjoui d'avoir des commodités telles que des toilettes et un lavabo privatif, une sorte de confort en détention qui pouvait étonner venant de quelqu'un condamné pour des actes aussi violents. Toutefois, un dernier rebondissement a bouleversé la trajectoire de ce destin que le juge avait voulu enfermer à vie. Lors de l'année 2016, contre toute attente, Brian s'est présenté devant la commission de libération conditionnelle. À cette époque, il avait purgé la période minimale de sa peine de prison et sa libération semblait peu probable selon le pronostic initial du juge. Et pourtant, dans une tournure surprenante des événements, la commission a décidé de lui accorder une libération totale, pas sous condition, une libération totale, considérant qu'il avait montré des signes suffisants de réhabilitation et de stabilité psychologique. Cette décision, vous vous en doutez, a provoqué une onde de choc. Comment un jeune homme ayant commis de tels actes a-t-il pu obtenir la liberté après seulement une décennie d'incarcération ? Était-il véritablement réhabilité ou cette liberté ne faisait-elle qu'illustrer un potentiel inquiétant à contourner les institutions et à manipuler la justice, un talent qu'il avait, après tout, déjà prouvé lors de ses années de mensonges et de fraude. Aujourd'hui, à en croire les informations qui sont disponibles, bien entendu, Brian Blackwell vivrait librement quelque part, menant une vie bien différente de celle derrière les murs de la prison. Sa réhabilitation réelle reste une question de débat, certains voyant en lui une personne véritablement transformée, d'autres suspectant un retour en société prématuré et potentiellement risqué. Alors que s'achève le récit de cette affaire plus que troublante, nous nous interrogeons sur les mécanismes du mal et la fragilité des liens familiaux. Qu'est-ce qui peut pousser un enfant à commettre l'impensable ? Et à quel point sommes-nous aveugles aux signes avant-coureurs de la violence cachée sous le vernis d'une vie ordinaire ? N'hésitez pas à me partager toutes vos réflexions dans les commentaires, car cette tragédie continue de hanter plusieurs consciences, notamment au Royaume-Uni. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que Brian Blackwell peut réellement, un jour, être réhabilité? Est-ce que pour vous, il reste un danger pour le reste de la société? Personnellement, mon avis est assez mitigé, puisque je me dis que ces crimes ont quand même été faits assez jeunes et que potentiellement, derrière les barreaux, il a pu, s'il a eu un bon suivi psychologique derrière, qu'il a pu effectivement changer complètement d'état d'esprit et devenir une toute nouvelle personne avec des objectifs de vie bien différents. Et que potentiellement la suite de sa vie sera très belle et qu'il ne fera plus jamais de mal à personne. D'ailleurs, ça fait quelques années qu'il est en liberté et on n'a toujours pas entendu parler de lui. Je pense et je crois en la réhabilitation, surtout que il a passé, j'ai envie de dire, que, entre guillemets, une dizaine d'années derrière les barreaux, ce qui fait que ce n'est pas comme quelqu'un qui a été en prison à l'âge de 18 ans, qui restait 30 ans derrière les barreaux et donc qui n'a connu finalement quasiment que la vie carcérale, qui sort de prison et là où on peut encore une fois de plus freiner des cas de fer en disant attention, finalement à part la criminalité, ce dernier n'a rien connu. Là, il a passé 18 ans en liberté, 12 ans derrière les barreaux, il a quand même passé plus de temps en liberté. Potentiellement, il a eu un bon suivi psychologique et ça va mieux.
Je pense que quoi qu'il arrive, on devra toujours faire attention à ce type de personnes et que j'espère qu'à l'avenir, les personnes qui vont le fréquenter feront quand même attention à eux, sait-on jamais. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Lauren Sorps est venue au monde à Ipswich, dans le comté de Suffolk, en Angleterre, durant l'année 1994. Ses parents, Desmond et Deborah Sorps, avaient formé une petite famille dans cette ville après que Desmond, originaire de Norfolk, ait rencontré et épousé Deborah. Leur installation s'est faite dans le sud d'Ipswich, précisément à Clapgate Lane, où ils ont eu 4 enfants, dont Lauren. Bien que leur quartier présentait un taux de criminalité élevé, un contexte peu favorable à une vie de famille sereine, la famille Sorps semblait plutôt bien s'en sortir malgré l'environnement difficile. En grandissant, Lauren s'est révélée être une enfant énergique et parfois même difficile à gérer. Ses enseignants ont vite recommandé à Desmond et à Deborah de la faire examiner pour d'éventuels troubles comportementaux ou d'apprentissage. Suite à ces avis, Lauren a été diagnostiquée officiellement avec un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, soit le TDAH, ce qui a mené à la prescription de médicaments pour atténuer son impulsivité. Cette prise en charge a permis à Lauren de retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Grâce au traitement, elle a repris confiance en elle et a commencé à envisager l'avenir avec optimisme, espérant que sa vie s'améliorerait. Cependant, peu de temps avant son adolescence, des événements ont bouleversé cette stabilité apparente de manière irréversible. Le mariage de Desmond et Deborah, loin d'être harmonieux, s'était dégradé au fil des ans. Malgré leurs efforts, la relation s'effritait et leur consommation excessive d'alcool rendait la vie de famille particulièrement difficile. En 2006, alors que Lauren n'était âgée que de 12 ans, ses parents ont pris la décision de se séparer, n'ayant alors plus la force de continuer ensemble. Ni Desmond, ni Deborah n'étaient en mesure de s'occuper pleinement de leurs enfants, ce qui avait amené les services sociaux à intervenir. Lauren avait été placée temporairement dans une famille d'accueil. Après un court séjour dans le système, elle est retournée chez sa mère car Deborah a finalement été jugée apte à s'occuper d'elle. Néanmoins, Lauren, plus proche de son père que de sa mère, n'a trouvé aucun réconfort durable dans cette situation et s'est finalement tournée vers lui. Après la séparation, Desmond, quant à lui, avait sombré encore davantage dans l'alcoolisme. Son état s'est rapidement dégradé et en moins de 2 ans, il était devenu un alcoolique sévère, incapable de fonctionner sans sa dose quotidienne d'alcool. Il ne prenait plus soin de son hygiène personnelle et avait perdu toute autonomie, rendant ainsi toute idée de s'occuper de Lauren pratiquement impossible. Malgré ce tableau sombre, cette dernière restait proche de son père et souhaitait vivre à ses côtés. L'addiction de Desmond l'avait amené à fréquenter d'autres personnes alcooliques, et il passait la majorité de son temps avec ses communautés de buveurs dans les rues d'Ipswich. Vivant en grande précarité, il n'avait pas d'adresse fixe et dormait souvent dehors, ou parfois dans des abris précaires comme des squats ou des appartements insalubres appartenant à des compagnons de boisson. Contre toute attente, Lauren préférait malgré tout cette vie instable et risquée aux côtés de son père, plutôt que de rester dans le confort relatif de la maison de sa mère. Elle tenait à lui et souhaitait le protéger, mais cette affection l'obligeait également à partager sa vie de sans-abri. Elle errait donc avec lui, à ses côtés, refusant de rester éloignée. Les services sociaux, de leur côté, ont tenté à plusieurs reprises de l'extraire de cette situation et de la replacer en famille d'accueil, mais Lauren, complètement obstinée, fuyait régulièrement pour retrouver son père, échappant de plus en plus habilement à leur tentative de la ramener. Au fil des ans, elle avait appris à se dissimuler, à se mouvoir dans les rues, préférant cette existence précaire auprès de Desmond en dépit des dangers et des privations. L'enfance de Lauren s'est brutalement arrêtée le jour où ses parents ont finalement choisi de se séparer. Dès cet instant, elle a coupé tout lien avec l'école et ses amis, renonçant ainsi à une adolescence normale. Elle s'était vouée entièrement à prendre soin de son père,
devenu incapable de se déplacer seul en raison de sa dépendance à l'alcool. D'ailleurs, la quantité impressionnante d'alcool qu'il consommait l'avait affaibli à un point tel qu'il lui était difficile de marcher sans assistance. En 2009, Lorraine, qui n'avait que 15 ans, endossait déjà le rôle de soignante à plein temps pour son père, servant d'appui et de soutien à cet homme brisé. La vie dans la rue n'avait rien d'accueillant, mais pour cette dernière, cette communauté de marginaux, constituée de buveurs invétérés, de toxicomanes et d'errants, était devenue la sienne. Elle y avait trouvé une sorte d'appartenance auprès de ces individus rejetés par la société. Pourtant, ce milieu, empli de violence et de misère, ne pouvait en aucun cas être propice à une jeune fille vulnérable, encore moins à une adolescente en quête de repères. Elle assistait chaque jour aux excès d'alcool, aux drogues, aux vols, ainsi qu'aux bagarres, tout ce que les parents, en règle générale, s'efforcent d'écarter de la vie de leurs enfants. Malgré son intégration dans ce groupe, Desmond restait une cible de choix pour les autres, étant constamment dans un état d'autodestruction. Même parmi les plus démunis, il était régulièrement la proie d'intimidation par d'autres membres de la communauté. Lorraine, quant à elle, était fréquemment entourée d'hommes dangereux et agressifs, mais l'un d'eux se démarquait. Paul Clark, un ancien militaire de 41 ans, également alcoolique et toxicomane. Paul exerçait une certaine autorité dans le groupe et semblait éprouver une réelle sympathie pour Lorraine au point d'intervenir pour la défendre lorsqu'elle était importunée. Ce rôle de protecteur, que Desmond était bien incapable de jouer, avait fait de Paul un repère pour Lorraine. Il était facile de deviner que cette dernière, traumatisée par des abandons répétés et marquée par une exposition précoce à la violence et à la misère, s'est immédiatement accrochée à la première personne qui lui témoignait un semblant de gentillesse. L'attention de Paul avait donc une valeur immense pour cette dernière, d'autant qu'il détenait une forme de respect et de pouvoir au sein de cette communauté. À ses yeux, l'intérêt que lui portait cet homme dur mais attentif faisait toute la différence dans sa vie. Paul Clark, ancien militaire, était très fier de son passé, mais il était également connu pour sa personnalité explosive. Un bénévole, nommé Brian Tobin, qui avait fondé une association caritative pour venir en aide aux alcooliques et aux sans-abri de la région, l'avait rencontré lors de l'année 2008. Dans un entretien pour l'émission Murder Town, Brian se souvient de Paul comme d'un individu imposant et agressif. Il a d'ailleurs déclaré ceci. Je suis entré en contact avec Paul Clark pour la première fois lors de l'année 2008. On pouvait ressentir son agressivité et percevoir qu'il conservait une aura de leader. D'après ce que je sais de lui, je pense qu'il usait de la peur, de l'intimidation et de la violence pour maintenir son autorité. C'était une personne très dangereuse et je l'avais déjà pressenti en 2008 lors de notre rencontre. La présence de Paul, bien qu'intimidante pour beaucoup, représentait pour Lorraine un équilibre fragile dans un monde hostile. Parmi les figures marquantes de cette communauté marginalisée, il y avait également Rosalind Hunt, une femme de 41 ans et mère de 2 enfants, dont le caractère attentionné et bienveillant était connu de tous. Surnommée Rosie, elle vivait seule dans un appartement municipal sur Victoria Street à Ipswich après une séparation douloureuse. Son ex-mari, ayant obtenu la garde de leurs enfants, l'avait laissée dans une solitude qu'elle tentait de noyer désespérément avec l'alcool. Devenue alcoolique chronique, Rosie s'était rapidement intégrée au cercle des buveurs de rue d'Ipswich, ce même groupe auquel Lorraine et Desmond appartenaient. Son frère, Adrian, qui gardait des souvenirs tendres de sa petite sœur, avait décrit Rosie comme une enfant joyeuse et espiègle. Il se rappelait d'une époque où elle, accompagnée de leur haute sœur, abandonnait souvent l'école pour jouer à aménager des maisons abandonnées avec de vieux meubles. Ces aventures improbables témoignaient de son imagination débordante et de sa capacité à rêver d'un monde meilleur. Passionnée par les animaux, Rosie avait un jour espéré devenir vétérinaire, mais ses absences fréquentes à l'école avaient compromis ses notes, reléguant ce rêve à l'impossible. En outre, elle avait toujours eu du mal à se lier d'amitié avec des enfants de son âge, ce qui l'avait rendue quelque peu solitaire. Sa vie s'est orientée encore plus loin de ses aspirations lorsque, à l'âge de 18 ans, elle s'est retrouvée mariée avec 2 enfants. Si elle a été une mère attentionnée pour son fils, sa relation avec sa fille s'est demeurée complexe.
si bien qu'elle a finalement décidé de confier sa fille à sa grand-mère. Cette séparation, bien qu'inévitable, a laissé Rosie profondément affectée. Cet épisode a marqué le début de sa dépendance à l'alcool, une échappatoire qui l'a plongée dans une lente descente vers l'oubli, une lente descente aux enfers. La situation qui s'est encore aggravée a mené au divorce et à un isolement de plus en plus pesant. Bien que cette dernière ait fait partie de la communauté des alcooliques du coin, elle était considérée comme plus chanceuse que les autres, notamment grâce aux prestations sociales qu'elle percevait et à son logement indépendant. Elle continuait de voir son ex-mari, qui se souciait de son bien-être malgré leur séparation. En juillet 2009, lors d'une de ses visites, il a trouvé son appartement envahi par une dizaine de membres de cette communauté de buveurs, dont Lorraine et Desmond. Il a tenté de les faire partir, mais Rosie l'a rassuré, affirmant qu'elle acceptait leur présence et que cela ne la dérangeait pas. Cependant, la réalité était bien différente. Les rares personnes disposant d'un logement et d'une source de revenus étaient rapidement accaparées par ceux qui n'avaient ni toit ni argent. Rosie, en possession d'un appartement de prestation, est alors devenue une cible privilégiée. Sous l'influence de Paul Clark, le leader charismatique du groupe, enfin charismatique, ça dépend pour qui, son appartement s'est transformé en repère pour leurs réunions et beuveries. Paul imposait ses règles avec une autorité incontestée, dirigeant le groupe d'une main de fer. Rosie s'est alors retrouvée contrainte de les nourrir et de leur ouvrir la porte en permanence, tandis que ses finances étaient sous le contrôle de Paul qui dictait chacune de ses dépenses. Lorsque Paul s'exprimait, personne n'osait s'y opposer. Il était clair pour tous que tout se faisait selon sa volonté, sans contestation possible. Ainsi, Rosie, autrefois animée par des rêves de bonheur et de réussite, s'était retrouvée prisonnière d'une vie de dépendance et de soumission, à la merci d'une communauté qui exploitait sa générosité et son appartement pour satisfaire ses propres vices. Paul Clark, leader autoritaire du groupe de buveurs d'Ipswich, exerçait une influence écrasante sur tous ceux qui l'entouraient. Cet homme, autrefois soldat, avait une réputation de dureté et son comportement intimidant ne laissait aucune place à la contestation. Impitoyable et abusif, Paul avait introduit Lorraine à la boisson très jeune, l'encourageant même à délaisser ses médicaments contre le TDAH. Pour Lorraine, tout ce qui était bon pour Paul devenait aussi acceptable pour le reste du groupe. Lorsqu'il donnait un ordre, les autres membres obéissaient sans poser de questions et Desmond, son père, restait spectateur, impuissant et silencieux. Lorraine, alors âgée de 15 ans, se considérait comme la fidèle acolyte de Paul et ressentait une impression d'invincibilité. Elle voyait en lui un soutien, un protecteur, ce qu'elle n'avait plus depuis la séparation de ses parents. Pour la première fois depuis des années, elle éprouvait un sentiment de sécurité et de valorisation, persuadée que Paul prenait soin d'elle comme personne ne l'avait fait auparavant. Dans ce contexte, Rosie semblait être la seule personne du groupe à ne pas être impressionnée par Paul et son autorité. Elle voyait bien que la vie dans les rues d'Ipswich n'était pas un environnement pour une jeune fille comme Lorraine, qui aurait dû fréquenter l'école et se faire des amis de son âge. Avec son instinct maternel, Rosie a pris Lorraine sous son aile, essayant de la protéger du mieux qu'elle le pouvait. Elle lui offrait un refuge, une écoute, une échappatoire à la brutalité de la rue et à l'influence néfaste de Paul. Pour Lorraine, Rosie représentait un havre de paix, une personne à qui elle pouvait se confier et en qui elle avait confiance. Grâce à cette amitié, Lorraine savait qu'elle avait toujours un endroit où aller, où elle pourrait échapper aux membres du groupe ou même aux interventions de la police. Un dimanche après-midi, au début d'août 2009, Rosie savourait un rare moment de calme, seule dans son appartement. Toutefois, cette tranquillité fut de courte durée car le groupe d'alcooliques mené par Paul a fini par envahir son domicile. Bien que Rosie n'a pas été intimidée directement par Paul, elle savait qu'il valait mieux ne pas le provoquer. Ce jour-là, elle ne se sentait pas d'humeur à boire avec eux, ni à participer aux activités souvent tumultueuses de ce groupe. Pour échapper à ces situations, elle a prétexté vouloir promener son chien, un croisement entre un pitbull et un staff, dans le centre-ville d'Ipswich. Ce chien, au tempérament agressif, n'était pas étranger aux incidents, et cette fois-ci, il a failli blesser un jeune enfant croisé en chemin. Et je préfère le préciser, je ne dis pas que ce chien avait un tempérament agressif de par ses races,
loin de là, simplement que c'était un chien qui était mal éduqué. Ce n'est pas les chiens qui sont mauvais, mais simplement les maîtres qui ont fait de mauvais chiens. Quoi qu'il en soit, concernant cette fameuse balade et le fait qu'un jeune enfant ait failli être blessé, les versions des témoins oculaires divergeaient. Mais d'après les témoignages les plus probables, Rosie avait tenté de maîtriser le chien, soit en retenant fermement sa laisse, soit en lui donnant un léger coup de pied pour le calmer et éviter qu'il ne morde l'enfant. Comme dans de nombreux groupes de rue, les nouvelles se sont rapidement répandues. Et l'incident est très vite parvenu aux oreilles de Paul. Rosie savait que, dans cette communauté, chaque action avait des répercussions, et elle craignait la colère de Paul. Cette peur l'a dissuadée de retourner dans son appartement, où elle savait que ce dernier et le reste du groupe buvaient encore. Terrifiée, elle a décidé de chercher refuge chez Desmond, qui résidait dans un petit appartement situé à environ 3 km de chez elle. Rosie espérait ainsi échapper à la vengeance de Paul, redoutant de possibles représailles pour avoir discipliné le chien. Lorsque Lorraine a réalisé que Rosie n'était pas revenue à l'appartement, elle a supposé qu'elle avait peut-être trouvé refuge chez son père. Elle s'est donc rendue chez ce dernier pour vérifier et là, elle a rassuré Rosie, lui assurant que Paul n'était pas en colère et qu'il comprenait pourquoi elle avait agi ainsi. Lorraine a employé un ton si persuasif que Rosie a fini par se convaincre que tout allait bien et qu'à présent, elle ne risquait plus rien. L'adolescente lui a même proposé de l'accompagner jusqu'à l'appartement de Paul pour voir par elle-même qu'il n'avait aucun ressentiment. Étant donné que Rosie, qui avait toujours rêvé de devenir vétérinaire, chérissait profondément les animaux, elle a été extrêmement soulagée d'apprendre que Paul n'avait pas mal pris son intervention afin de sauver l'enfant. Dans son esprit, elle était persuadée d'avoir agi correctement pour protéger le petit garçon sans intention de blesser le chien, et le fait que Paul accepte ceci la rassurait énormément. Elle s'était persuadée que la situation s'était amplifiée sans raison, car elle savait au fond d'elle qu'elle n'avait fait de mal ni à l'enfant, ni à l'animal. Soulagée et rassurée par les mots de Lorraine, Rosie a pris la décision de quitter l'appartement de Desmond pour retourner chez elle. Elle croyait que cette histoire était désormais derrière elle et que Paul ne lui en voulait pas. Une semaine s'était écoulée sans que personne ne voie ou n'entende parler de Rosie. Ses voisins, habitués à sa présence quotidienne, s'étaient rapidement inquiétés de cette absence inhabituelle et prolongée. Lorsque le dimanche suivant, le 9 août, est arrivé, l'un d'eux, troublé par le silence, avait décidé d'appeler la police pour qu'elle effectue un contrôle de bien-être chez elle. Les policiers avaient frappé plusieurs fois à sa porte, mais en l'absence de réponse, ils étaient résolus à entrer par effraction. À l'intérieur de l'appartement, dans la chambre, ils avaient découvert le corps de Rosie. Elle gisait, sans vie, et son corps portait des marques de violence et de maltraitance qui témoignaient de la brutalité de l'agression subie. La nouvelle de sa mort s'était répandue rapidement, choquant profondément tous ceux qui l'avaient connue et estimée. Rosie, une femme gentille et attentionnée, n'avait pas d'ennemis, et beaucoup se demandaient comment une telle tragédie avait pu lui arriver. Alors que la rumeur de sa mort continuait de circuler, un bruit troublant avait également émergé dans les conversations de la rue. Plusieurs témoins avaient rapporté que Paul Clark et Lauren Sorps se vantaient ouvertement d'avoir tué Rosie. Ils auraient même ri et plaisanté sur les détails de leur acte, ne montrant aucun remords. Cette fois, même les membres de la communauté, habituellement silencieuses par peur des représailles de Paul, s'étaient sentis trop indignés pour rester muets. La douleur et la colère avaient envahi le groupe, et certains ont compris qu'ils ne pouvaient plus tolérer cette violence. Desmond, le père de Lorraine, avait lui-même entendu sa fille et Paul se vanter de la mort de cette dernière. Habituellement passif et immobilisé par son alcoolisme, ce dernier avait ressenti une montée soudaine de colère et de courage. Il n'avait pas pu supporter d'écouter de tels propos et, dans un rare élan de lucidité, il avait menacé Paul et Lorraine de les dénoncer à la police. Son entourage, bien que conscient de sa faiblesse physique, savait qu'il ne reculerait pas, même si cela signifiait de livrer sa propre fille aux autorités. Cependant, cet acte de bravoure était arrivé bien trop tard. Lorraine ne le considérait plus comme une figure paternelle, et ce depuis déjà bien longtemps. Elle ne voyait désormais que Paul comme un protecteur et un soutien, et Desmond ne représentait plus rien pour elle. La tentative de ce dernier de prendre enfin la défense de Rosie allait finalement lui coûter la vie.
Dans la nuit qui avait suivi cette altercation, l'homme s'était retrouvé seul dans l'appartement où il résidait temporairement. Aux premières heures du lundi 10 août, le propriétaire des lieux était entré pour découvrir son corps sans vie étendu sur le canapé. Immédiatement, il avait alerté les secours, mais il était déjà trop tard pour le sauver. Les ambulanciers, arrivés rapidement sur les lieux, avaient constaté la mort de Desmond. Les policiers qui avaient eux aussi été appelés avaient remarqué des traces de sang autour de sa bouche ainsi que d'autres signes de violence. Toutefois, en raison de son alcoolisme, la possibilité d'une mort due à l'intoxication alcoolique n'avait pas été écartée d'emblée. Cependant, les enquêteurs avaient fait le lien entre sa mort et celle de Rosie survenue peu de temps auparavant. Grâce aux nombreux informateurs de la police, ils avaient rapidement appris ce qui se disait dans les rues. Il était de notoriété publique que Paul et Lorraine se vantaient ouvertement d'avoir tué Rosie et qu'ils avaient également assassiné Desmond lorsqu'il avait menacé de les dénoncer. Déterminés à résoudre cette série de crimes, les enquêteurs n'avaient pas perdu de temps. Quelques heures après la découverte du corps de l'homme, la police avait retrouvé Paul Clark et l'avait arrêté, le conduisant immédiatement au poste de police d'Ipswich. Lorraine avait ensuite été localisée chez sa mère, elle a été placée en état d'arrestation et mise en garde à vue. Le déroulement de l'enquête a révélé une situation profondément troublante. La violence et la manipulation exercées par Paul sur la jeune Lorraine l'avaient plongé dans une spirale de violence qui l'avait mené à commettre des actes irréparables. L'arrestation de Paul et de Lorraine a marqué la fin d'un chapitre tragique qui a laissé la communauté meurtrie et bouleversée. Beaucoup, alors, se sont demandé comment la vie de personnes comme Rosie et Desmond, autrefois calmes et ordinaires, avait pu basculer dans un cauchemar aussi sombre et brutal. Lorraine avait nié toute implication dans la mort de son père. Malgré ça, son attitude durant l'interrogatoire avait plus que surpris les enquêteurs. Elle riait fréquemment et il était évident pour la police qu'elle ne mesurait clairement pas la gravité de la situation. Mais au fur et à mesure de l'interrogatoire, Lorraine avait fini par laisser échapper une phrase qui allait peser lourdement contre elle. Tu trouveras mon empreinte sur mon père. Et effectivement, la police a retrouvé une marque de chaussure imprimée sur le front de Desmond, une empreinte parfaitement correspondant à celle des chaussures de Lorraine. De plus, les blessures internes de l'homme, notamment des traces de morsures sur l'intérieur de ses lèvres, correspondaient à une pression externe exercée de manière brutale. Le corps portait des traces de coups de poing et de coups de pied, signe d'une violente agression. Lorraine, âgée de 15 ans, qui s'était vantée d'avoir tué Rosie, ne pouvait-elle pas être aussi capable d'avoir brutalement assassiné son propre père ? C'était difficile à croire, car elle avait renoncé à une vie plus confortable chez sa mère pour s'occuper de lui. Les agents de la scène de crime avaient ensuite fouillé minutieusement l'appartement de la victime, et dans leurs recherches, ils avaient découvert un oreiller taché de sang, et les analyses ADN avaient confirmé que ce sang appartenait à Desmond. Non seulement il avait été violemment battu et piétiné, mais il avait également été étouffé avec l'oreiller. Pendant que les analyses médico-légales progressaient, les résultats de l'autopsie de Rosie ont également été révélés. Le rapport du coroner et les preuves rassemblées par la police avaient confirmé que Rosie avait subi des tortures répétées pendant plusieurs jours. La cause officielle de son décès avait été établie comme étant un traumatisme de force contondante et le rapport soulignait la brutalité de l'agression. Tout ce qu'elle avait fait pour Lorraine n'avait finalement rien signifié pour elle. En continuant leur enquête, les détectives avaient patiemment reconstitué les événements et créé une chronologie des faits menant au décès des deux victimes. Il était devenu évident que Rosie avait eu raison de craindre Paul après l'incident impliquant son chien. Paul, furieux de la manière dont Rosie avait maîtrisé son animal, n'avait pas toléré ce qu'il considérait comme une offense. Persuadé qu'elle ne méritait pas de s'en sortir ainsi, il avait manigancé pour l'attirer dans un piège. Ce dernier avait donc envoyé Lorraine chez Desmond, où Rosie s'était réfugiée, avec pour mission de la rassurer et de l'attirer à nouveau vers lui. Convaincue par Lorraine, Rosie avait fini par croire que Paul ne lui en voulait pas. L'adolescente, devenue finalement comme une fille pour elle, semblait sincère et Rosie n'avait aucune raison de douter de ses paroles. Toutefois, Lorraine avait abusé de la confiance de cette dernière pour l'éloigner de la sécurité de l'appartement de Desmond et la ramener droit dans les griffes de Paul,
comme un agneau finalement conduit à l'abattoir. Tous deux avaient ensuite retenu Rosie contre son gré dans l'appartement de Paul, où celui-ci a déchaîné toute sa rage sur elle. Lorraine, loin d'être une simple spectatrice, a même pris du plaisir à infliger de la souffrance à celle qu'il avait tant de fois protégée. La torture que Rosie a endurée avait littéralement été effroyable. Paul et Lorraine lui avaient infligé des sévices physiques cruels. Ils lui ont entaillé le côté gauche de son visage avec une râpe à fromage, puis avaient appliqué du sel sur ses plaies ouvertes. Elle a été frappée, giflée et rouée de coups de poing, la plupart de ses blessures se concentrant sur son torse. Paul a accentué encore plus sa brutalité en utilisant une chaîne de chien pour la frapper à maintes reprises. À la fin de son calvaire, Rosie avait 9 côtes cassées, un os hyoïde fracturé, de multiples marques d'étranglement et même ses cheveux avaient été brûlés. Des témoins ont rapporté à la police qu'ils avaient entendu Paul et Lorraine se vanter également de la torture psychologique infligée à Rosie. Ils l'avaient menacée avec un ventilateur dont la protection avait été retirée, maintenant alors les lames en rotation à quelques centimètres de son visage. Rosie a aussi été forcée de s'enfermer dans une valise qui a été zippée, la maintenant prisonnière pendant un laps de temps que les médecins légistes n'ont malheureusement pas pu précisément identifier. Le mardi suivant, soit 2 jours après que Rosie ait été pratiquement kidnappée, Paul et Lorraine l'ont ramenée chez elle, continuant leur sévice là-bas, bien qu'ils auraient largement pu s'arrêter là. Son voisin, alerté par les bruits, avait appelé la police. Ce fut d'ailleurs ce même voisin qui avait appelé lorsque le corps de Rosie a été découvert. La police est arrivée et a frappé à la porte, mais en l'absence de réponse, les agents étaient repartis. Ce voisin, qui avait vraiment essayé de protéger Rosie, a finalement dû se résigner, impuissant face à la situation. Les coroner ont estimé que Rosie était probablement encore vivante lorsque les officiers avaient frappé à sa porte ce mardi après-midi. Toutefois, en raison de ses blessures graves et de ses mutilations, il est fort probable qu'elle n'ait pas été en état de bouger ou de demander de l'aide. L'angoisse qu'il a dû ressentir en tentant désespérément de faire du bruit pour attirer l'attention des policiers, uniquement pour les entendre s'éloigner et voir sa chance de secours s'envoler, devait être insoutenable. Des mesures disciplinaires ont été prises contre les officiers qui avaient frappé à la porte et étaient partis sans insister davantage. Pourtant, ce cas a soulevé un certain conflit moral. Dans bien des affaires, l'incompétence policière a suscité l'indignation. Néanmoins, dans cette situation, le contexte semblait différent. Rosie n'était pas portée disparue depuis longtemps. C'était une adulte connue pour son alcoolisme et la police ne peut pas forcer les portes à sa guise. C'est seulement lorsqu'ils ont effectué le contrôle de bien-être, une semaine plus tard, qu'ils ont pénétré de force dans l'appartement. Pourtant, une question douloureuse persiste. S'ils avaient insisté ce jour-là, auraient-ils pu sauver Rosie ? À un moment donné, Lorraine et Paul ont quitté l'appartement de cette dernière, mais dès leur retour, ils lui ont forcé des somnifères dans la gorge. Leur plan tordu consistait à faire passer la mort de Rosie pour un suicide. Il est absurde de croire qu'une personne ayant subi une telle violence aurait ensuite fait une overdose de son plein gré. Leur idée était si dénuée de logique qu'il était impossible de croire qu'un tel scénario pourrait être pris au sérieux. Heureusement, l'autopsie de Desmond a révélé qu'il n'avait pas subi la torture prolongée infligée à Rosie. Malgré tout, sa mort n'a pas été rapide non plus. Comme l'ont montré les résultats, il avait reçu des coups de pied, des coups de poing et avait finalement été étouffé. Étant donné sa condition physique déjà fragile, Desmond n'aurait clairement pas eu la force de résister à ses agresseurs, ce qui montre clairement que la brutalité qu'il a subie n'était motivée que par le plaisir sadique de Lorraine et de Paul. Bien que ce dernier n'ait pas été un père exemplaire, il était tout de même son père et il est déchirant de constater la cruauté qu'il a endurée, notamment de la part des mains de sa fille. Paul et Lorraine ont tous deux été accusés de 2 chefs d'accusation de meurtre, un pour la mort de Rosalind Hunt et un autre pour celle de Desmond Sorps. Les enquêteurs ont alors sollicité l'aide de travailleurs sociaux afin de mieux comprendre la nature de la relation entre Paul et Lorraine. Ils se demandaient, et à juste titre, s'il y avait eu des rapports sexuels entre eux. Si tel avait été le cas, Paul aurait dû faire face à une série d'accusations supplémentaires étant donné que Lorraine était encore mineure. Cependant,
Les deux ont nié toute relation physique et, en l'absence de preuves tangibles, aucune accusation n'a été retenue. Le procès a attiré l'attention de toute la nation lorsqu'il a débuté en juillet 2010. Paul et Lorraine ont tous deux plaidé non coupables des accusations de meurtre. Malheureusement, les preuves médico-légales les reliant aux scènes de crime n'étaient pas concluantes. Leur ADN était présent dans l'appartement de Rosie et de Desmond, mais ça, c'était en raison de leur présence régulière. Et ça ne suffisait pas à établir leur culpabilité de manière directe. L'accusation a donc dû s'appuyer sur des témoignages pour bâtir son dossier. Tout au long du procès qui a duré 7 semaines, le jury a dû faire face à des témoignages provenant de toxicomanes, d'alcooliques et de personnes souffrant de troubles de la personnalité, ce qui a évidemment rendu l'affaire particulièrement difficile à prouver. La défense, comme prévu, a mis en doute la fiabilité de tous ces témoins, tentant de miner leur crédibilité auprès du jury. Durant le procès, Lorraine a continué de rire et de sourire, jetant souvent des regards autour de la salle d'audience et éclatant de rire. En raison de son TDAH, le juge avait accordé de nombreuses pauses, mais cela n'a fait qu'interrompre le déroulement de l'audience, créant une atmosphère décousue et manquant de cohésion. Toutefois, à mesure que les détails horribles des agressions et des meurtres des deux victimes étaient présentés, l'intensité de la violence décrite a profondément choqué tous les participants du procès. Lorraine a choisi de son côté de ne pas témoigner lors de ce procès et a catégoriquement nié avoir été présente lors des meurtres de Rosie et de son père. Néanmoins, un témoin a révélé avoir entendu Lorraine et Paul crier à Rosie, lui lançant les mots glaçants « Nous allons te tuer, nous allons te tuer ». Ces mots ont résonné comme un écho sinistre tout au long du procès, soulignant la brutalité de leurs actions et leur totale indifférence à la souffrance qu'ils infligeaient. La défense a tenté de présenter Rosie comme une agresseuse de chiens, mais elle n'a pas pu fournir de preuves crédibles concernant un prétendu coup de pied donné au chien de Paul. Au contraire, plusieurs témoins ont même attesté de l'amour bien connu de Rosie pour les animaux, ce qui a invalidé cet argument de la défense. L'accusation, dirigée par Patricia Lynch QC, a développé une théorie solide en se basant sur des rapports psychologiques. Ils ont soutenu que Rosie envisageait de signaler ses inquiétudes concernant Lorraine aux services sociaux. Craignant la perte de son amitié avec Paul, Lorraine aurait été poussée à participer au meurtre de Rosie pour éviter que cela n'arrive. Cette théorie a permis à l'accusation de dessiner un portrait plus nuancé des motivations de Lorraine, révélant la profondeur de ses craintes et de ses manipulations. L'accusation a également présenté des preuves montrant qu'un agent de police s'était rendu à l'adresse de Rosie le 17 juin 2009, soit environ 6 semaines avant le meurtre pour chercher Lorraine. Paul était furieux, dans une rage folle, de savoir que la police était au courant du fait que Lorraine avait séjourné chez Rosie et lui reprochait d'avoir informé les services sociaux de son lieu de résidence. Après l'intervention policière, Lorraine avait été récupérée par ses parents, mais elle avait réussi à s'échapper quelques jours plus tard. Quant à Desmond, Lorraine et Paul ont tous deux affirmé qu'il n'était qu'un ivrogne et qu'il s'était très probablement étouffé avec son propre vomi pendant son sommeil. Cependant, la défense n'a pas pu contester les preuves médicales qui indiquaient clairement qu'il avait été battu et étouffé, montrant que la cause de sa mort n'était en aucun cas accidentelle ou due à l'alcool. Tout au long du procès, Paul n'a montré aucun remords et a fermement nié avoir tué qui que ce soit. Il a constamment essayé de rejeter la faute sur Lorraine, mais son récit n'a convaincu personne. L'accusation a soutenu que cette dernière n'avait pas été victime de manipulation ou d'intimidation de la part de Paul et que, au contraire, ils étaient tous deux des participants volontaires au meurtre. Ils ont souligné que leur complicité dans les meurtres n'était en aucun cas forcée, mais plutôt motivée par des désirs personnels et une soif de pouvoir et de contrôle. La défense, quant à elle, a mis en avant les circonstances atténuantes du TDAH de Lorraine. Ils ont expliqué que ses symptômes avaient été contrôlés par des médicaments, mais qu'après avoir arrêté son traitement, elle avait de nouveau souffert d'irritabilité, d'une attention plus que réduite et d'un jugement altéré. Cette défense a été présentée pour essayer d'expliquer son comportement tout au long du procès, bien que cela n'ait pas suffi à disculper Lorraine de sa pleine responsabilité. Après plus de 17 heures de délibération, le jury a rendu son verdict.
Paul et Lorraine ont été reconnus coupables des meurtres de Rosie Hunt et de Desmond Thorpe. À seulement 16 ans, Lorraine est devenue la plus jeune femme double meurtrière de l'histoire de la Grande-Bretagne. Elle a alors été condamnée à la réclusion à perpétuité, avec une période de sûreté de 14 ans minimum avant d'être éligible à une libération conditionnelle. Paul, quant à lui, a été condamné à la réclusion en perpétuité, avec une période de 27 ans avant de pouvoir demander sa libération. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorraine a fait appel de sa condamnation, arguant que sa situation en prison était trop dangereuse pour elle, mais son appel a été rejeté. Dans un retournement surprenant, Paul, qui avait jusque-là fait preuve d'une grande ténacité, a pris une décision tragique. Incapable de supporter la vie en détention, il s'est pendu dans sa cellule le 1er septembre 2014, après avoir purgé seulement 4 ans de sa peine de prison. Lorraine, quant à elle, est devenue admissible à la libération conditionnelle en août 2023, mais bien que son cas ait été examiné, sa demande a été refusée en octobre 2023. Elle a alors demandé à être transférée dans une prison ouverte, mais cette demande a également été rejetée. Sa prochaine chance de demander sa libération conditionnelle sera alors en 2025. Cette situation soulève des questions profondes sur la nature de Lorraine et de son avenir. Est-elle vraiment un danger pour la société, ou n'était-elle qu'une jeune fille malchanceuse à qui la vie n'a donné que des mauvaises cartes? Au lieu d'être entourée d'amour et de conseils, elle a été exposée à des abus, à de l'alcool et à une vie de délinquance. Cette réflexion sur ses actes et son passé est poignante et complexe, et elle soulève des questions importantes sur la responsabilité, l'environnement et l'impact de l'éducation sur le comportement humain. Le cas de Lorraine met en lumière la lutte entre la compréhension des influences qui l'ont façonnée, comme la négligence, les abus et la pression des pairs, ainsi que les terribles conséquences de ses actions. Bien que ses antécédents familiaux et sociaux puissent susciter de la sympathie chez certains, il est malgré tout difficile de justifier la violence et la perte de 2 vies humaines. Il nous pousse à confronter la réalité des échecs systémiques tout en soulignant l'importance de la responsabilité individuelle. Cela nous interroge également sur la possibilité de réadaptation pour quelqu'un ayant commis des actes aussi graves. Peut-elle être réintégrée dans la société sans représenter un danger pour les autres? Il est difficile de trouver un équilibre entre la compassion pour ces circonstances et la nécessité de protéger la communauté. En fin de compte, il n'y a pas de gagnant dans cette situation. La tragédie de ce double meurtre, la violence qui l'a entouré et les questions morales qui en découlent laissent un goût amer de doute et de réflexion sur la justice ainsi que la rédemption. Cette affaire tragique nous force à nous confronter à des questions profondes sur la nature humaine, la responsabilité et les conséquences de l'environnement dans lequel une personne grandit. Bien que le système judiciaire ait rendu son verdict, le mystère autour des motivations et de la psychologie des coupables demeure encore aujourd'hui. Au final, cette histoire nous rappelle que derrière chaque crime se cachent des facteurs complexes et que la quête de la justice est toujours un chemin semé d'embûches. Évidemment, avant de nous quitter, je vais vous poser la question. Pensez-vous que cette jeune femme peut être un jour réhabilitée et qu'il est juste de la laisser sortir de prison après avoir commis des actes aussi atroces, tout en prenant en compte sa situation de départ, l'alcoolisme et la vie de misère qu'elle vivait à cette époque? Personnellement, je n'ai pas vraiment d'avis. C'est rare, hein. C'est rare, mais pour le coup, je n'ai pas vraiment d'avis concernant cette affaire, puisque, en fait, elle a eu une vie tellement compliquée, finalement, de ces dernières années avant d'être en prison. Elle n'a connu que la rue, l'alcoolisme, la violence. Elle n'a côtoyé que des personnes de ce train de vie-là. En plus de ça, elle a fini en prison, donc elle a côtoyé énormément de criminels. Elle a été en prison quand même pendant de longues années. Elle a tué 2 personnes, dont son propre père. Bon, est-ce qu'il est vraiment judicieux de la laisser sortir de prison? Je ne sais pas. Alors oui, la réhabilitation, tout ça, la seconde chance, je suis d'accord. C'est ce qui fait que j'aurais tendance à dire oui, on pourrait, pourquoi pas, la laisser sortir de prison. Mais d'un côté, faut quand même se rappeler d'où elle vient. Et personnellement, en tout cas, moi, je ne me sentirais pas en sécurité si jamais c'était ma voisine. Mais bon, c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires et vos avis concernant le cas de Lorraine Thorpe. Et sur ces mots, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Merci à vous de m'avoir écouté. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.